Moi, j'ai perdu un procès pour diffamation. J'avais raison, j'ai dit la vérité, tout ce que j'ai dénoncé, c'était vrai. Mais la justice, ils m'ont condamné en 5 minutes en luxembourgeois, ils ont même pas cherché. Ça m'a un peu dégoûté de la justice. Genre, quand tu dénonces des gens pas forcément honnêtes, ils portent plainte contre toi. Je trouve qu'en France, il y a urgence un peu d'être sévère avec la criminalité. Je suis désolé, moi je veux bien être bienveillant, mais bienveillant dans un pays où il n'y a pas trop de criminalité, oui. Quand c'est endémique comme en France, un multirécidiviste, au bout d'un moment, il doit pas être en liberté, il doit être derrière les barreaux, j'exagère un peu. Quand tu coupes des doigts à 18 ans, 3 ans après, t'es pas sorti d'affaire dans ta tête. Hein. Regarde Salvador, le mec a divisé le taux de meurtre par 20 ou 30. Enfin, vraiment. Alors, est-ce qu'il faut aller en mode Nayib Bukele comme au Salvador? Bienvenue dans Unchained. Aujourd'hui, je reçois Emilien Dutang, ou plutôt Darkemy. On va parler de comment il a perdu 5000 bitcoins, de sa carrière de justicier, des scams crypto, de la mexicanisation de la France, ou encore des sujets sur lesquels on l'entend un peu moins, les rapports hommes-femmes et même la vie de couple. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette interview qui est plutôt un échange entre potes. Le socialisme ambiant en France, ça m'a toujours saoulé. Attention, quand je dis socialisme, je dis pas il faut pas aider les pauvres et tout. Je dis juste le fait que tu travailles, on va te prendre 70% de tu gagnes, même quand t'es pauvre. Hein. Les gens ils croient, c'est que si t'es cadre ou machin. Non, mais même quand t'es à un SMIC et demi, tu te fais cartonner. Hein. De toute façon, les gens ils s'en rendent compte dès qu'ils sont en indépendant. Commencez à conduire un taxi en indépendant, être coiffeur, machin, vous allez voir tout ce que vous vous êtes fait prendre. Tu vas prendre presque 70% quand tu mets tout à bout. À côté de ça, on n'a pas de sécurité, on a un système de santé qui s'effondre. En 1970, le niveau de vie de la France, quand tu travaillais, c'était le même niveau de vie que t'as aux États-Unis ou en Suisse. Dans des pays, ils sont presque 2 fois plus riches que nous, 3 fois plus riches. T'as des mecs qui sont chauffeurs de camions aux États-Unis, ils gagnent 12 000 dollars par mois. S'il te plaît, c'est un salaire de PDG en France. Enfin, tu vois. Donc oui, tous ces trucs-là, ça m'énerve. J'ouvre ma gueule sur ces sujets-là. En vrai, tu te rends compte que finalement, dans la vie, tu vois, tu penses qu'il faut 500 millions pour être heureux. Mais 1 ou 2 millions, ça va en fait. Tu rigoles bien. Hein. Y a pas de problème. Y a pas besoin de 500 millions. Ça fait quoi de perdre 5000 bitcoins? Ça fait quoi de perdre 5000 bitcoins? Bah ça fait, oui, ça fait mal, ça fait déprimer. Mais comme toutes les mauvaises, tu vois, regarde, chaque million, tu l'aimes. C'est comme un enfant. Donc quand tu perds 55 000 bitcoins, c'est comme si tu avais perdu une famille. Mais avec le temps, tu t'en remets, tu acceptes à vivre avec, et jour après jour, bah ça va mieux. Et pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que Darkemy est très connu dans l'écosystème crypto, mais pour ceux qui ne font pas partie de cet écosystème, parce que ce podcast s'adresse aussi et s'adresse surtout à tout le monde. Il va y avoir avant toi que ce soit des politiques, des artistes, des gens du monde littéraire, des businessmen, etc., qui sont vraiment loin de la crypto. Donc, adresse-toi, parle-nous un petit peu de toi et ton histoire à des gens qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas l'environnement crypto. Alors on va faire très rapide. Moi j'ai fait plein de carrières dans ma vie. Je suis ingénieur, j'ai fait de la recherche en IA. J'en ai eu ras-le-bol, ça m'a saoulé. Je suis devenu joueur professionnel de poker. Donc pendant 3 ans, j'ai pris l'argent des RMistes qui touchaient la CAF dans les cercles de jeux parisiens. Ensuite, j'ai monté des startups dans la crypto. Notamment, j'avais un exchange en 2013 ou 2014. Et j'ai monté une boîte qui s'appelle Blockchain Partner de conseil, qui a pas trop mal marché. Et là, pendant 3-4 ans, pendant même beaucoup plus, en fait, ça fait 7 ans. 7 ans, Sabrina, que j'ai pas travaillé, quoi. Je suis presque une femme au foyer, quoi, à 45 ans. Tu es une sugar baby? Quoi? T'es Bah une sugar j'aimerais bien être une sugar baby. Malheureusement, c'est moi qui ramène l'argent dans mon foyer. Donc non, je ne suis pas une sugar baby. J'aimerais bien. Hein. Tu sais quoi? Quand j'étais jeune, moi, j'aurais rêvé rencontrer des femmes de 40 ans qui me disent, écoute, viens faire le tour du monde. Je te mets bien. Viens vivre chez moi. Jamais. Que dalle, les gars. Donc bon, moi, je l'aurais fait avec plaisir. Mais non, ça m'est jamais arrivé, malheureusement. Et qu'est-ce que tu aurais fait avec ces 500 millions, du coup? Ah non, mais Waouh. attendez, parce que Ça va je suis loin, allée là. très vite. T'es allé très vite, Je vas-y. suis allée très vite puisque je t'ai demandé qui tu étais et ce que tu avais fait. Tout à fait. Mais tu nous as pas dit comment tu as gagné les 5000 bitcoins Alors, et comment tu les as perdus. Merci, je vais recontextualiser. Je vais me rappeler que c'est une interview que pour les gens qui me connaissent pas forcément, parce que Exactement. quand même, effectivement, la plupart des gens dans la crypto, ils me connaissent. Bon, ils connaissent le Darkemy, le personnage. Voilà, Amy qui fait un podcast avec une meuf. Je vois les blagues, ça va être drôle. En plus, avec Sabrina, qui est une très bonne amie. Voilà. Voilà. Donc, je suis ravi de faire ce podcast avec toi. Mais en vrai, oui, d'où sont arrivés les 5000 bitcoins? En 2011, je suis tombé amoureux du bitcoin, mais vraiment, j'ai découvert le bitcoin. Je me suis dit, ce truc-là, ça va changer le monde. Je rigole même pas, hein. On dirait un discours Non, mais c'est vrai. de storyteller, mais vraiment. C'est la philosophie bitcoin dans laquelle tu crois. Et j'avais Ouais. de l'argent de côté du poker, j'avais genre 50, 100 000 euros. Et j'en ai pris la moitié en gros, et j'ai acheté des bitcoins, et j'ai acheté super lourd. J'ai acheté, je sais pas, 30, 40, 50 000 euros de bitcoin. Et dans l'année, je les ai mis dans un exchange que je pensais gérer par un petit génie qui s'appelait Zootong, qui s'appelait Bitcoinica, l'exchange.
Et le gars s'est barré avec la caisse et j'ai tout perdu. Véridique l'histoire. Et qu'est-ce qu'il est Donc devenu? j'ai déprimé 2 ans derrière. Bah, le mec, en plus, il fait toujours des startups et tout. C'est un délire. C'est-à-dire que la boîte, l'exchange qui s'est fait voler les sous, n'a même pas porté plainte pour le vol. C'est vraiment... Mais il y avait tellement de branquignoles dans la crypto. En 2011, c'est un délire. Hein. Mais vous pouvez pas rétroactivement porter plainte, par exemple? Franchement, déjà, moi, je suis passé à autre chose dans ma tête. À l'époque, j'étais à fond sur le sujet. C'est très compliqué. En vrai, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Vraiment, le mec, il s'est barré avec la caisse. Et voilà, j'ai perdu les bitcoins pour de vrai. Hein. C'était bien avant MTGOX, ce truc-là, parce que MTGOX, c'était 2015. Oui, Et donc, raconte-nous. évidemment, j'ai déprimé pendant 2-3 ans avant de refaire des startups dans le bitcoin, de refaire des sous. Évidemment, les sous que j'ai faits, ils sont sans commune mesure avec ce que j'ai perdu. Mais bon, en vrai, tu te rends compte que finalement, dans la vie, tu vois, tu penses qu'il faut 500 millions pour être heureux. Mais 1 ou 2 millions, ça va en fait. Tu rigoles bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de 500 millions. Parce que là, tu as sous-entendu que tu as reperdu derrière. Quoi? Là, tu as sous-entendu que tu as reperdu Non, derrière. j'ai refait après. des sous. Ouais, J'ai t'as fait des refait des sous. business. Est-ce que tu as reperdu après ou pas? Bah après, oui, j'ai fait des trucs de merde comme tout le monde. Hein. Tu gagnes, tu perds. Je pense que tous les gens qui nous regardent, si vous avez déjà fait un peu de trading dans votre vie, vous savez que c'est facile de s'envoyer en l'air. Hein. Je recommande à personne le trading. Mais on connaît. Moi, j'ai En fait, perdu. tous les gens qui passent devant une caméra, ils disent non, mais les gars, faites très attention, le trading, c'est dangereux. Ils ont tous fait de la merde, ils se sont tous envoyés en l'air. Hein. C'est le parcours de tous les Bah, êtres moi, humains. c'est pour- mais moi, Il y a c'est pour tous ça un que moment humain, on se dit Ouais. ah, est-ce que le trading, c'est pas fait pour moi, tu vois? Est-ce que je Moi, suis c'est pour pas ça que je un suis dans mec le de Wall minage parce Street? que j'ai beaucoup T'as perdu. essayé? Ouais, Mais voilà. bien sûr. Bravo, Sabrina. Oui. J'ai pas honte de dire, j'ai essayé, j'ai Voilà. beaucoup perdu. Donc je me suis dit, bon, bah, faut Donc, on va essayer de perdre dans un autre domaine. Mais pas On du va tout. essayer le ménage. Non, dans le Je minage, tu ne rigole, perds je pas. sais que tu as bien Dans le réussi, minage, tu ne Sabrina. parles pas. Personne ne perd dans le Mais minage. si, bien sûr que tu perds. Mais tu perds pas à la même vitesse, tu perds surtout pour des raisons Mais exogènes. alors, dans le minage. Sabrina, pourquoi t'es passée du minage au podcast, Sabrina? Dis-nous tout. En fait, quand je suis revenue en France, je me suis dit, mais c'est pas possible, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est faire parler des entrepreneurs sur des sujets sur lesquels on ne les entend pas habituellement. C'est-à-dire, Ok. on ne va pas parler de marge, on ne va pas parler d'équipe, on ne va pas parler de gouvernance, on ne va pas parler de scalabilité. Moi, Donc, je veux ouais, tu savoir ce qu'ils ont parles dans de les leur tripes. vie personnelle. Voilà, non, mais je veux savoir ce qu'ils ont dans les tripes et Ouais. qui donnent des tips, en fait, qui donnent des tips sur comment trouver l'inspiration, comment être efficace, comment se sentir mieux, comment prendre soin de sa santé mentale, aussi leur vision, être Quelle un est la meilleure citoyen, drogue, du coup? être un citoyen, être un père, être un bon mari, etc. En fait, juste parler à l'homme derrière le personnage. C'était ça Ok. l'objectif. Parce que, bon, j'étais pas consommatrice de podcasts, mais je trouvais pas une ligne éditoriale qui me convenait. Ok. Et je me suis dit, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de m'éclater et je vais du coup inviter de temps en temps un businessman, un politique, etc. Et finalement, je me suis complètement prise au jeu. Et je me suis dit, mais en fait, je vais pas faire un épisode de temps en temps. Je vais faire un épisode. Ensuite, je me suis dit, bah non, je vais faire 2 épisodes par semaine. Ensuite, je me suis dit, bah, allez, je vais recruter une équipe. Bientôt, c'est le Thinkerview, le nouveau Thinkerview. Quoi, Mais pourquoi le pas? Unchained. Et donc, ce podcast est né de cette idée-là, de faire parler des gens que j'admirais sur des Merci. sujets sur lesquels on ne les entend jamais. Et Ok. souvent, c'est des gens qui sont caricaturés, souvent, c'est des gens qui sont adulés. Souvent, en fait, on croit les connaître, mais on ne les connaît pas, on les voit partout, et on les voit toujours réciter la même chose. Et donc, l'objectif, c'est de les faire venir et leur faire parler de, tu vois, d'autres sujets. Ouais, bah top, écoute, moi Ou je suis d'aller content d'être là. chercher une autre tonalité, une autre émotion, tu vois. Toi, par exemple, tu es un vrai personnage, tu es dans le second degré, Un petit peu. tu parles toujours un petit des peu. mêmes sujets. Ouais, bah, On va on parler boucle, d'autre hein, chose, on mais c'est- boucle tous, hein, tu sais, on a tous 2-3 sujets de prédilection. On fait toujours les blagues sur les mêmes sujets. Non, et en vrai, Tu vois, moi j'ai arrêté de faire des blagues racistes. Parce que, en mais vrai, parce ça passe trop mal. Alors que les blagues sexistes, Mais même ça toi passe en vrai. Tu peux te faire quoi? Non, mais même chez toi, les blagues racistes, ça passe plus. Alors, blague raciste, il faut y aller mollo aussi. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de tensions. Donc, c'est pas un sujet. Voilà, c'est pas un, Moi, je c'est trouve un que sujet où il dommage. faut y aller mollo. Surtout Dans qu'il y a les années beaucoup de tensions. 90, tout le monde riait de tout le monde imitait toutes les communautés, ça posait pas de problème. Ouais, c'est vrai. Après, je peux Aujourd'hui- comprendre hein, que ça pose des problèmes. Parce que moi, c'est facile à dire, ah, les blagues racistes, c'est sympa, je suis blanc, tu vois. Enfin, c'est comme dire, ah, les blagues sur le viol, c'est marrant, je me suis jamais Mais- fait violer, je suis ouais, un mais- homme. Donc, je peux comprendre ouais. que les gens soient vexés. Mais je dirais, si vous êtes vexé ou sensible, me suivez pas, c'est pas la bonne Mais personne. Hein, à vraiment. l'époque, en tout cas, Ouais. les gens ressentaient beaucoup moins la xénophobie, le racisme, etc. Quand tu parles aux gens qui ont connu l'humour des années 90, Ouais. même c'était basé sur, on riait sur les communautés, les gens C'est vrai, imitaient des c'est accents, vrai. etc. Et personne n'en faisait des polémiques. En vrai, je sais pas. C'est-à-dire que moi, je le fais. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent ne pas l'accepter Mais ou que ça aujourd'hui, puisse parce poser problème pour de qu'aujourd'hui, vrai. c'est considéré comme humiliant parce que dès qu'on Ouais, parle je d'une sais communauté, c'est pour l'attaquer, que ce soit politiquement ou dans les médias. C'est jamais des discours juste, bienveillants, empathiques. Donc en fait, quand le climat social est tendu,
si une personnalité publique se met à rire d'une communauté, c'est vrai. Tout de suite les gens vont être plus sensibles. C'est vrai qu'en vrai, moi je fais des blagues sexistes parce que c'est ce qui passe le mieux. C'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce que les gens vont le mieux comprendre aujourd'hui. Et c'est dommage. Parce que quand tu vois les sketchs des humoristes des années 90... mais ça allait loin. Mais c'était super drôle et tout le monde en riait. Ouais, c'est vrai, mais après, je peux comprendre qu'il y a les débat, inconnus, etc. Mais pour de vrai, moi je fais des blagues et tu sais quoi, je comprends que ça peut se vexer. Je comprends que des femmes, elles puissent se dire, je suis pas... Moi, j'ai une amie à moi dont je vais pas citer le nom, qui j'ai bossé, qui est proche et tout. J'ai remarqué que tu balances pas beaucoup, hein. Moi, j'attendais des noms, j'attendais des scoops, Très bien, on va dire des noms alors. Moi, j'ai travaillé avec Claire Balva. Bon, voilà, on balance. Claire Balva, l'autre jour, je l'ai vue au resto. On a fait un truc des anciens de blockchain partners et tout. Je m'assois au resto et je sais plus comment ça arrive dans la discussion. Elle me dit, si je te connaissais pas, je refuserais de t'adresser la parole. Oui, mais je comprends. Donc, c'est extrême quand même. C'est-à-dire qu'elle trouve que ce que je dis, c'est tellement... Mais parce que si on t'a jamais vu en vrai... Moi, après, en vrai, si tu veux tout savoir dans mon histoire personnelle, à un moment, j'ai eu une meuf ultra féministe. Genre, elle me reprenait à chaque mot de travers. Elle disait ça, c'est micro-agression, machin. Je me venge pas. Mais à l'époque, je me disais, bon, non, je me venge pas, ça va. Mais tu vois, à l'époque, je me disais, ok, je vais faire des efforts. J'ai essayé de faire moins gaffe à ce que je disais et tout. Et en fait, effectivement, c'est mal fini avec cette personne. Elle a vraiment fait les pires des comportements avec moi. Et depuis, je me suis dit, nique sa mère. Plus jamais, je vais écouter ce que me dit une gonzesse. Je fais ce que je veux. On s'en fout. Et je redeviens ce que j'étais avant, c'est-à-dire libre d'expression. Et si les gens ils sont pas contents, ils suivent pas. S'ils n'ont pas envie d'être à mes côtés, ils sont pas à mes côtés. J'en ai rien à foutre, tu vois. Donc ça m'a un peu libéré finalement. C'est vrai qu'après elle, j'y suis allé à fond. Je me suis dit, allez, plus de retenue. Tu passes tes 20 dernières années à venger. À te venger. Mais ce qui est caractéristique de beaucoup d'humains ont une histoire d'amour un peu douloureuse. Et souvent, ils sont martyrisés sur un sujet par leur conjoint ou leur conjointe. Et une fois que c'est terminé, ils vont passer leur vie à martyriser un peu les suivants pour se venger. Après, elle m'a fait payer pour toutes les autres. Hein, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai pas été toujours karma. Ouais, voilà. Bon, une fois, je veux dire, c'est un peu cliché, mais tu vois, tu te fais larguer une fois, t'es dans le mal, alors qu'en fait, tu l'as fait dans l'autre sens 50 000 fois. Donc, il faut payer de temps en temps. Il faut le retour d'addition. Tu peux te quitter amicalement. Oui, bien quitter, bien sûr. Mais évidemment. Ça, je le dis à tout le monde, là, vous regardez la caméra, ce mythe de la bonne séparation. Mais évidemment, ça la bonne séparation. Pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, évidemment que ça existe. C'est du mytho, ça. Alors, c'est du mytho, c'est une phrase de personne qui n'a connu que des conjoints hyper toxiques, caractériels, ou alors qui sont trop émotifs. À un moment, Vas-y, donne ton expérience, après je donne la mienne. Mais c'est pas mon expérience, c'est une méthodologie. Raconte-nous tes histoires qui sont bien finies. C'est une méthodologie. Bah oui, mais je fais en sorte que mes histoires se terminent bien. Comment ça s'est fini avec le dernier? Comment il s'appelait? Raconte-nous tout. Il y a toujours des dysfonctionnements dans une relation. Raconte-nous comment c'est bien fini, toi. Il y a toujours des dysfonctionnements dans une relation. Okay, oui, bien sûr. Si la relation elle s'arrête, c'est qu'elle est dysfonctionnelle. Ok. Et même deux personnes qui sont pas toxiques à la base, elles peuvent devenir toxiques l'une pour l'autre. Non, mais la bonne rupture, c'est un film. Mais tu te fais des plans dans ta tête. Tu veux que je te dise pourquoi souvent quand ça se termine mal, c'est que finalement vous étiez amoureux, mais vous n'étiez pas amis avant d'être amoureux, vous n'étiez pas amis avant d'être en couple. Parce que généralement, on arrive à bien terminer un couple quand on arrive à reprendre des bases saines, donc celles de l'amitié, de se dire ok, on s'aime plus, on va pas se déchirer, on arrête avant que ce soit trop tard, ou en tout cas on se fait pas du mal. Ça veut dire que c'est elle qui l'a quitté. Mais pardon Sabrina, je suis désolé. Non, attends, désolé, la bonne rupture, moi j'en ai fait plein, c'est-à-dire tu te fais un film dans ta tête, tu te dis je vais lui dire ça, elle va comprendre qu'on reste amis, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, que la vie nous éloigne et tout, et tu viens devant elle et tu lui dis le discours, en fait ça se passe trop mal, elle pleure, elle est en dépression 2 mois après. Mais bien sûr, mais tout le monde pleure. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de bonne rupture, ça sert à rien d'imaginer la bonne façon de rompre, c'est comme ça, elles sont toutes mauvaises. Si la personne elle t'aime, tu lui fais grave du mal. Alors déjà, il y a un gros problème de communication. Si à chaque fois que tu as rompu avec quelqu'un, tu venais un soir comme ça en disant bon j'ai arrêté, finalement les j'ai décidé de rompre, mais c'est pas possible. Quand un couple va mal et qu'il est au bord de la rupture, généralement les deux en ont conscience. Ça dépend, des fois non, pas toujours. Des fois il y a une personne qui t'aime, ça se passe bien et en fait tu lui fais un coup dans le dos. Mais il peut pas y avoir un amour heureux unilatéralement. Et l'autre veut le quitter, mais il y en a un qui est dans son monde. S'il peut, Sabrina, je sais pas dans quel monde tu es. Mais appelle-moi Samira si tu veux, il y a pas de... Je suis désolé. Sabrina, non, en vrai, je suis désolé, je voulais pas t'appeler là. Mais non, si, c'est possible. Je sais pas, tu peux avoir quelqu'un avec qui tu crois que tout se passe bien, tu crois que c'est réciproque et toi tu l'aimes. En fait, l'autre il s'est éloigné dans sa tête. Non, mais c'est pas un couple profond. Et du jour au lendemain, c'est quoi un couple profond, mais tu sens quand quelqu'un tombe, quand ça va mal. Ou même quand, c'est quoi un couple profond, Sabrina? Dis-nous, parle-nous de ta vie. Mais ça veut dire, c'est que tu es capable de percevoir les émotions de l'autre. Tu le sais quand il est amoureux de quelqu'un d'autre. Ça se sent, il y a un éloignement. Je sais pas, je suis pas d'accord. Quel type de couple
Dans quel quotidien Non. Quel quotidien vous avez si tu n'es pas capable de percevoir que ton Attention, conjoint moi, j'aime ma femme, est tout se passe amoureux bien, de quelqu'un machallah. d'autre? Il y a Quoi une complicité qui disparaît, il y a des moments qui disparaissent, il y a une Je dévotion suis qui désolé, disparaît. tu peux être en Il y a des moments complicité, passés que ne vous passez tu plus peux avoir ensemble. des très bons sentiments pour la personne. Non, je suis désolé, je suis Et pas déjà, d'accord. si t'es amoureux de quelqu'un d'autre, je te le souhaite, c'est que ça allait déjà mal dans le couple. Tu peux pas Oui. être fou amoureux de quelqu'un On coupe. et, Je rigole. et te prendre d'amour pour quelqu'un d'autre. C'est que ton couple, Oui, à la base, il est certes. pas si fort que ça. Bah là, il y a plein de suppositions implicites dans ce que tu dis, Sabrina. Ça, j'ai failli le rater. Tu vois, j'aurais Bah pas oui, dire c'est quoi les suppositions implicites Bah, du coup? par exemple, que tu peux ressentir des sentiments que envers une personne. Que t'as des gens aussi. Tu peux ressentir T'as des gens, c'est de horrible. l'amour. Il y a T'as des l'amour. gens, ils sont aussi avec quelqu'un par défaut. C'est horrible, mais ça Mais arrive. complètement. Mais moi, T'en as beaucoup, hein. mais moi, je Ah là, suis convaincue beaucoup de que femmes les qui gens. font ça et beaucoup d'hommes qui font ça aussi. Absolument. Mais C'est-à-dire, c'est la ils sont plupart pas des amoureux couples de leur d'ailleurs. partenaire. La plupart, ouais. C'est quoi, je suis un peu d'accord, mais. Oui, la plupart. Mais évidemment, la beaucoup plupart, de gens peut-être sont pas, en couple parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls. Et des parce fois, t'en as un qu'aussi. des deux qui est par défaut. Tu sais, le cliché de. Moi, j'en connais plein des nanas. Pardon, hein, c'est pas pour dire des nanas, mais j'en connais. Je connais des nanas, elles se sont mis en couple avec le mec qui leur court après depuis des années. Et puis elles sont allées avec Roméo qui l'a trompé. C'est un peu le. Qui est parti dans tous les C'est un sens. cliché, mais Et c'est puis, vrai. C'est un cliché, mais c'est vrai. C'est-à-dire On est qu'elles d'accord, Sabrina. elles ont toujours été raides dingues de celui qui les Ouais, fie un ouais. peu, du don Juan, le cliché, etc. Puis Amour 31 ans, elles se toxique. sont pris plein la gueule. Voilà, Elles reviennent relation vers leur mère toxique, d'huile et etc. elles disent bon, finalement, Et après, elles se Jean-Louis, mettent il est avec leur pas si ami. mal. Voilà, Ça voit qu'elle se fait chier avec, mais bon, elle fait les enfants avec, elle se pose avec, elle se dit vas-y, j'ai 31 ans, l'horloge accélère, voilà, tu vois. Oui, complètement. Et le choix, faut que je je féconde, critique faut que pas je le mette choix, bas hein, il peut être rationnel. hein, mais- et le père des enfants sera correct et il m'aime, etc. Oui, c'est le cas de beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont avec des femmes aussi. Eh, bravo frérot, il a enfin réussi à Mais non, il a enfin réussi à arriver à son but après 3 ans à courir après la meuf. non, mais Bravo mon frère. beaucoup ça d'hommes. paye. Non mais beaucoup d'hommes sont avec des femmes Ouais. aussi parce que elle les sécurise. Souvent tu vois des hommes très successful, etc. Bon, soit ils se mettent avec. Merci, vas-y continue. Non, je rigole. Non, parce que ta femme, je pense que c'est pas le cas, mais qui vont se mettre avec des Comment femmes. ça Ah oui, mais on parlait de moi qui- là, mais vas-y. qui vont pas blesser leur ego, qui vont les sécuriser parce que ça va être des femmes hyper classiques, discrètes, Ouais, ok. qui vont être des bonnes mères, qui sont pas forcément les plus fun, mais eux ont été fous amoureux de belles femmes fougueuses, etc. Et finalement se casent et pensent faire le bon choix en choisissant comme mère de leurs enfants une femme pour qui ils n'ont pas de passion. Mais là, on parle de... Ce sont des clichés, donc peut-être que ça ne va pas être apprécié, mais c'est aussi une part de la réalité. Il y a Bien aussi sûr. beaucoup de couples comme ça. Et, Bah après, comme tous les clichés, c'est un peu vrai, et puis c'est pas le cas de tout le monde, quoi. C'est entre les deux. et donc, ce n'est pas un mythe, le mythe de la bonne rupture. Et une bonne rupture, évidemment... Donc toi, tu Sabrina, tu fais des bonnes ruptures. Mais j'ai pas dit qu'elles étaient toutes bonnes, mais j'ai pleuré, Ouais. j'ai été triste, évidemment. Mais la meilleure des ruptures, c'est quand tu es hyper reconnaissant d'avoir été avec la personne et tu l'as... Et t'es super reconnaissant de l'avoir connue, d'avoir pas vécu mal. des moments d'amour avec cette personne, mais tu es aussi hyper reconnaissante que ce soit un moment révolu, Non, que ce c'est soit pas fini. mal. C'est Ça, pas c'est mal. la plus belle des ruptures. C'est pas mal. T'es heureux d'avoir été avec la personne et tu la remercies, t'es J'ai envie de faire reconnaissant, des mais t'es blagues, mais heureux c'est d'être pas mal. seul. Je suis d'accord avec toi en vrai. C'est pas mal. Mais c'est pas le cas Ah, tout le temps, la mais je le souhaite à plupart tout le du monde, temps, il y en a fait. quand même une personne qui est pas reconnaissante. C'est-à-dire que généralement, il y a quand même le mythe de la séparation de commun accord. Ça arrive des fois, mais souvent, c'est pas d'un commun accord. C'est une personne qui part et l'autre qui a pas envie. Oui, complètement. Mais même après, je pense que c'est important pour soi Ouais. de même d'essayer de recréer un semblant de contact, une amitié, pour se dire ok, on n'a pas passé des années avec une personne et c'est pas perdu, quoi. Elle en vaut la peine. Elle en valait pas la peine amoureusement, mais elle en vaut la bien peine sûr, en tant bien qu'humain, sûr. tu vois. Évidemment. Putain, mais là on est dans un podcast amour. C'est ce que je suis en train de me dire. coaching, là. J'étais en train de me dire, si tu reçois Sarah Knafo la semaine prochaine, tu vas parler de tout ça avec elle. Moi, je suis curieux de voir. Mais- Le mec qui met tout le monde dans le mal. Là, Non, mais moi, je trouve ça intéressant. hein. Ça change. Non, mais ça change. oui, je pense que 5000 ça change bitcoins, des ils sujets connaissent, qu'on a, les gens. qu'on a, qu'on a l'habitude. Non, mais tu sais, je sais pas si on va garder cette partie-là ou pas. En fait, c'est toi qui as peur de ce que toi tu as dit. Moi, j'assume Non, tout ce moi que ça je va, dis, moi. j'assume parfaitement. Bah, moi, j'assume tout, hein, Sabrina. J'assume tout. Moi, Mais non, mais j'assume c'est tout. en fait, je dis, c'est pour ta communauté. Je me dis, mais peut-être La que ça va les communauté. emmerder de Les voir emmerder. Amy. Les On mecs va- qui font des blagues de cul à longueur de journée, ça. Oui, mais qu'est-ce que ça va les justement, emmerder ils vont chercher Dark Amy pour les blagues de cul,
pour le côté trash, pour le côté j'insulte les influenceurs crypto, et on se retrouve à parler coaching je peux pas love. les influencer. Ça va, à chaque fois je fais une blague. Qu'est-ce qu'une rupture amicale par ça? À chaque fois je fais une blague sur Napoléon X, Dada, machin, tu vois, au bout d'un moment, bon, ça va les gars. Vous savez. Mais déjà... non, mais moi j'ai envie de savoir. Et ceux qui ne connaissent pas ont envie de savoir du coup. On va reprendre. Vas-y, remets le fil de la conversation là où voilà, reprenons le début avant qu'il y ait eu cette digression. Raconte-nous comment tu es passé de Emilien Dutang, mec de blockchain partner, analyse quantitative, ingénieur. Mettons, ouais. Tout à fait, non mais c'est vrai. Hein. À Darkemy, troll sur Twitter, qui dévoile les coulisses des business en crypto. Alors, il y a plusieurs étapes. L'étape d'ouvrir ma gueule, juste de faire des blagues lourdes et tout, ça a toujours été en moi. Même quand j'étais... au début, j'étais plus ou moins le PDG, enfin, façon de parler sur le papier de Blockchain Partner. Souvent, c'est moi qui rencontrais les clients. Et chez les clients aussi, je faisais des blagues lourdes et tout. Mais en général, moi, je trouve que ça passait bien. Alors, c'est mon opinion personnelle, mais tu vois, je suis un peu ce mec marrant, je fais des blagues. Tu vois, on rigole avec moi, on bosse, mais on rigole quand même. Enfin, maintenant, je bosse plus, je rigole juste, mais j'ai toujours été un peu ça. On va en venir en fait, après ma culture familiale, les Dutang, les gens qui viennent des étangs, on a vraiment cette culture, genre tu mets 10 Dutang autour d'une table, 2-3 bouteilles de pinard, et c'est un concours de vannes. Tout le monde en prend plein la gueule à tour de rôle. Donc c'est vraiment ma culture familiale, tu vois. Un peu comme toi, ta culture, c'est nous inviter, nous faire une tagine. Ben nous, la culture, c'est on sort la bouteille de rouge et on fait des blagues, on s'en met plein la gueule. Donc tu vois, chaque culture a sa culture, enfin chaque famille. Donc moi, c'est mon ADN culturel que j'ai pas renoncé. Je continue de vanner tout le monde, je continue de faire des blagues lourdes, je continue d'être un gros beauf assumé. Et c'est pas parce que t'es un gros beauf que ça t'empêche d'être intelligent ou malin ou de comprendre les choses. C'est juste, voilà, tu rends la vie, tu rends le quotidien fun. Tous les trucs chiants, rien que tu fais un boulot, la plupart des boulots, ils sont chiants, mais si tu les fais avec la bonne personne qui est marrante, ça devient drôle, tu vois, pour de vrai. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ils s'amusent, tes employés. D'habitude, ils sont là, putain, c'est long. Non, c'est toujours super marrant. Chaque jour est une c'est fête. grâce à toi, tu vois. Oui, mais là, là, c'est dans le privé. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur Twitter, du coup? Alors, c'est quelque chose d'être un saltimbanque en fait, avec c'est un ses peu amis. hasard. Twitter, comme tout le monde, j'avais un compte Twitter. Et comme tout le monde, au début, quand t'es pas trop connu, tu tweets peut-être une fois par mois, une fois toutes les semaines, j'en sais rien, peu importe. Personne te voit. T'as 2 likes de un ami. Enfin, tu vois, t'as 2 amis. Tu fais un like quand tu tweets, tout le monde t'ignore. Et j'ai fait quelques émissions, Journal du Coin et autres. Et je sais pas, je suis devenu un peu connu. J'ai fait quelques interviews où, je sais pas, j'ai fait rire les gens, je suis devenu un peu connu. Et après, mon compte Twitter, il a explosé. J'ai continué de faire beaucoup de blagues et beaucoup de trolls. Par contre, le côté justicier, effectivement, c'est rien à voir. Ça faisait... Est-ce que je le dis hein. Bien sûr. Toi, tu sais comment je me suis transformé en justicier en plus. Absolument, je sais pas si tu t'en rappelles. Mais non, absolument pas. Ah, tu l'as oublié. Et j'étais pas avec toi, hein, mais je veux dire, tu l'as oublié. Mais non, ça faisait longtemps que je voyais qu'il y avait des escrocs, c'est-à-dire par exemple Napoléon X, tu vois. Je vois, on est des polytechniciens, machin. En fait, dans les ICO, je voyais qu'il y avait plein de salles. Et pendant longtemps, je m'en foutais. Alors, et je sais pas pourquoi, un moment, j'ai pris... Je rigole même pas. Hein, j'ai pris de la drogue et je suis parti dans ce trip de justicier à fond. Et c'est vrai, et ça m'a jamais quitté. C'est-à-dire, c'est resté en moi. Vraiment, j'ai eu cette révélation un peu. Je me suis dit, moi, ça me dégoûte de voir tous ces gens qui escroquent les retail pour de vrai. À chaque fois que je partais en vacances, je sais pas, j'allais en vacances en Grèce avec mes enfants, avec ma femme, peu importe, tu vois. Je voyais un mec qui me disait « Ah, Amy, je kiffe trop ce que tu fais, nan, tu m'as trop fait rire sur Journal du Coin. » Je dis « Ah, trop cool, t'aimes bien les cryptos ?» Il me dit « Ah non, j'ai arrêté, j'ai tout perdu. » Et c'était toujours la même histoire. Les mecs, ils avaient acheté tous les tokens de merde, vendus par Asher, Cryptomatrix, Journal du Coin, tous les médias. Ils ont acheté tous les tokens, ils ont tous perdu de l'argent. Et en fait, ça commençait à me dégoûter. Tu vois, à chaque fois que je voyais un mec, il me disait « Ah, Amy », et je voyais sa gueule, genre, tu vois qu'ils avaient kiffé, ils avaient regardé nos émissions. Et tu voyais le masque, les gens ils étaient dégoûtés parce que 90% des gens ils découvraient la crypto et regardaient nos vidéos, regardaient les vidéos de tout le monde. Hein. Journal du Coin, Asher, Matrix, toutes les chaînes. On vendait les mêmes trucs de dos. Moi je les vendais pas. Moi j'ai jamais été commissionné. Je venais comme invité, mais tu vois, ils ont tous presque eu les petits retails de merde, cette mauvaise expérience. Après évidemment il y en a plein qui sont sortis, qui ont compris, qui sont devenus Bitcoin maximalistes, qui ont appris de leurs erreurs et tout. La plupart des gens, ils ont commencé comme ça. Et ça m'a dégoûté, eu juste révélation, et je me suis dit, mais comment je peux fermer ma gueule ? Et à la suite de ça, il y a un certain, la personne dont j'ai pas le droit de dire le nom, qui m'a insulté alors que j'avais perdu 50 000 € dans son projet de gros scam StakeDAO. Et il m'a insulté, il m'a dit, ouais, Amy, sale scammer, nan. J'ai dit, ok, là, c'était la goutte d'eau que j'attendais.
Et je suis parti sur sa gueule à fond. Il y a des très beaux frais, des très beaux dossiers. J'ai été condamné pour diffamation alors que j'ai dit que la vérité. Hein, voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ça a démarré un peu de là. Et après, comme les gens ils m'ont identifié comme ça, ben, je sais pas, j'étais content d'ouvrir ma gueule et de continuer à dire tous les trucs. Je vais pas vous mentir, maintenant j'en suis revenu un peu. Déjà, il y en a moins en ce moment, je trouve. C'est-à-dire, il y a des vrais scams poussés carrément par des présidents. Tu sais, le Trump, le truc de la liberté du président Jordan. En vrai, je trouve que... Tu sais, des fois, j'ai l'impression que tu mets des coups d'épée dans l'eau. Tu te dis, allez, vas-y, on va combattre les scammers, on va en niquer 2 ou 3. Alors, en fait, quand c'est le président des États-Unis lui-même qui lance des jetons Trump de merde, tu te dis, bah, quoi ça sert, quoi, tu vois. Et je vais pas vous mentir, en ce moment, ça va mieux. Ouais, dans j'ai eu des bottoms. français, Moi, je me suis fait rect sur FTX, j'ai presque tout perdu, j'ai eu des mauvais moments. Et quand ça va mieux et que t'as la belle vie, t'as un peu moins à te dire, ah putain, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, mon sujet de préoccupation, je vais pas mentir, hein, c'est plus les scammers, c'est de voir les kidnappeurs. C'est vraiment, je me dis, en France, c'est une catastrophe. Franchement, en France, on a, pour moi, une urgence à avoir un vrai système de justice, à condamner les gens. C'est pas possible d'avoir autant de cassos qui font de la criminalité. Vraiment, c'est catastrophique. Donc, pour moi, mon combat, il est plus là, maintenant. C'est pas vraiment un combat, parce que je me lève le matin, je suis dans mon lit, je dis ce qui me passe par la tête. Oui et non, parce que maintenant, j'ai une boîte de staking, comme je t'ai dit, Nodes, machin. Mais je suis même pas là pour en faire la promotion, mais tu vois, c'est plus ma priorité. Non, on va parler de ces 3 sujets. Vas-y. Et le premier, je vais reprendre ta posture de justicier. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne comprennent pas le monde de la crypto, ou en tout cas qui le voient de loin, en fait, il y a eu un schéma où tu avais des personnalités publiques dans la crypto, qui avaient une légitimité dans la crypto, qui étaient payées pour faire la promo de coins. Bien sûr. On appelle des shitcoins. Et donc, en fait, quand Amy dit retail, c'est des personnes basiques, comme vous et moi, et souvent, c'est des néophytes, en fait, qui ne connaissent pas du tout la crypto. Il y a quelqu'un qui leur donne confiance et ils disent, bon, bah, je vais acheter ce coin-là. Et en fait, finalement, la personne, elle est surcommissionnée ou alors carrément des parts dans le projet. Et donc, après, eux s'enrichissent énormément quand le retail, donc le petit client, la personne isolée qui a fait ça de chez elle, va finalement tout perdre, puisqu'elle va avoir un coin qui n'aura plus de valeur sur le court terme même. Donc, Amy, lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait au grand jour, il dénonçait ces gens-là, qui étaient souvent des gens hyper connus, avec une grosse communauté, et lui décrivait le mode de fonctionnement et disait à ses followers, n'y allez pas, surtout pas, et puis dénonçait ce qui s'était passé rétroactivement, quoi. C'est ça la posture de justicier qu'il avait. Voilà. Bah franchement, merci beaucoup, tu l'as bien dit. Putain, le cœur raté, le mec qui fait comme ça. C'est pas un cœur, ça, c'est autre chose. C'est une grosse soirée, ça, pardon. Non, ça, c'est un cœur. Non, mais merci. En vrai, ouais, je vais prendre un exemple. Hein, mais après, c'est pas pour lui, parce que le pauvre, j'en ai mis plein la gueule. Mais par exemple, Cryptomatrix, moi, c'était le plus gros youtubeur à un moment sur YouTube. J'ai des potes qui lui ont donné de l'argent, parce que dans ses vidéos, il disait ouais, j'ai pas d'argent, c'est dur. Nan. Vraiment, il jouait ce rôle-là de je gagne pas 1 euro. Et en fait, moi, j'ai retrouvé ses wallets. Bon, on va pas dire comment. Et en fait, comment bah, c'est quelqu'un qui bosse proche de lui qui m'a passé, évidemment. Okay, c'est toujours comme ça. C'est des insiders. Hein. À chaque fois que je balance un mec, j'ai quelqu'un proche qui me balance. Non, mais là, tu sais que là, aux États-Unis, tu as une boîte de pub qui, en fait, a listé, c'est un fichier Excel, avec tous les wallets de tous les influenceurs. Ah oui, je l'ai vu ce truc-là. Ouais, voilà. Bah ça, j'en ai leaké des trucs comme ça. J'en ai leaké plein à l'époque, parce qu'il y a des mecs dans les agences qui m'ont envoyé ça. Ouais, complètement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, t'as une agence de com qui a publié, un troll dans une agence de com qui a publié un fichier Excel où t'as tous les noms des influenceurs crypto. Ouais, on a beaucoup des Américains, même à l'international, et t'as leur numéro de wallet en fait, et surtout leur prix pour la publicité. Donc ça montre concrètement que dès que c'est le marché, c'est le business, donc évidemment il y en a qui vont être sponsorisés, mais déjà il faut qu'ils le déclarent, et il faut qu'ils déclarent à quel point ils sont partie prenante du projet. Est-ce que c'est juste des mecs qui vont faire la pub? Maintenant il y a plus de déclarations. Avant il y avait rien. Et non, mais maintenant tout le monde, surtout en France, surtout, les gens ont beaucoup parlé. Pour revenir sur le cas de Matrix, s'il te plaît, sur sa wallet, on voyait que sur un projet, il avait touché plusieurs millions, ou plus d'1 million. C'était Polymonster, je sais plus comment ça s'appelait, un truc de NFT, enfin bref, peu importe. Et il disait, ouais, mais je gagne que genre à peine... franchement, tu lisais ses frais, c'était je gagne à peine 1 SMIC. Je galère, peut-être 2 SMIC. Franchement, il faisait le miséreux, il disait, j'ai aidé une fille handicapée en Europe de l'Est. Ce qui peut mais aujourd'hui, personne n'y croirait. Il mentait, il disait sur son Twitter, je suis en train d'en racheter, je crois vraiment dans ce projet. Alors qu'en fait, à la seconde où il recevait ses tokens, il les vendait pour plus d'1 million. Et le mec disait, ouais, je suis en train d'en racheter. Mais c'est un délire. Et il mentait à sa commune tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as accumulé, parce que tu as dénoncé énormément de gens, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu des menaces? Non, pas trop. Après, je pense que la plupart des gens, ils savent que je suis pas le genre de mec qu'il faut menacer, moi. Parce que, en fait, les seuls qui m'ont parlé mal, moi, je vais jusqu'au bout, tu vois. J'ai pas peur. C'est-à-dire, menace-moi physiquement, j'ai pas peur, je m'en bats les couilles.
Et en même temps, t'es pas là, tu veux qu'on aille à la guerre, tu vas à la guerre. Donc tous les gens un peu intelligents, ils comprennent que, tu vois, qui sont bien conseillés, disent Kémy, vaut mieux être pote avec lui. C'est vrai. En vrai, je vais pas te mentir. Des fois, je fais des soirées, je suspecte qu'il y a des gens, en vrai, ils me détestent et tout, en mode, il a niqué mon bis. Ils arrivent, ils me font la bise, ils me disent, Amy, ça va bien, ça fait trop plaisir de te voir. Non, j'en ai pas niqué tant que ça, parce que déjà, la plupart des trucs que j'ai dénoncés, ils étaient déjà... c'est des trucs du passé. C'est-à-dire, les mecs, ils ont fait leurs sous, ils ont pris des grosses sommes. Alors oui et non, j'ai entendu dire, par exemple, après, c'est des bruits de couloir, que Cryptomatrix, à une époque, il était vraiment très demandé, qu'il avait des très, très gros sponsoring, à 6 chiffres et plus, tout le temps, tu vois. Et que maintenant, c'était galère. Mais aussi, la période de marché, elle est moins bonne. Mais tu vois, comme il y a plein de gens de sa commu qui ont vu qu'il avait menti, ben, tu vois, donc il y en a quelques-uns. Moi, il y en a quelques-uns, j'ai un peu niqué quand même leur carrière. Mais après, je les ai pas niqués. C'est pas des gens qui dorment dehors, etc. Tu vois. Ouais, mais une fois que tu les as dénoncés, pleurer dans leur manoir. Une fois que tu les as dénoncés, la communauté, elle est fidèle ou pas? Ou ils perdent toute crédibilité? Non, parce que pourquoi ceux que j'ai dénoncés, tu les vois plus trop? Vous pouvez regarder, hein, celui notamment qui est condamné pour diffamation, on le voit plus. Bah, pour une raison simple. Tous les gens qui ont regardé le sujet se sont rendus compte que, voilà, que je disais pas la vérité. Peut-être c'est possible que 1 ou 2 cas à la marge, je me sois trompé ou que j'ai repris une info fausse, mais globalement, clairement, tous ceux que j'ai allumés, c'était réel, hein, ça se voyait. Enfin, quand tu creusais, quand tu prenais le temps de regarder les preuves, les trucs exposés, c'était cramé. Donc les mecs, on les voit plus, quoi. Parce que franchement, quand t'as menti à tout le monde, qu'il y a les preuves que t'as menti à tout le monde, c'est compliqué, hein, de venir et de faire le beau dans les conférences et tout. Tu vois, à un moment, c'est chaud un peu, quoi. Donc, et ton nouveau... Donc il y en a 2 ou 3, ouais, il y en a vraiment 2 ou 3 qui sont pas arrêtés, ils continuent, mais ça a plus rien à voir ce qu'ils font avec à l'époque. En plus, ouais, il y en a, ils ont arrêté toutes les interviews. Hein. Celui que j'ai le plus balancé, de mon avis personnel, etc. Le fameux prodige des cryptos qui m'a condamné en diffamation, donc j'ai pas le droit de dire son nom, mais bon, vous avez peut-être vous saurez, mais bon, ouais, lui, il était partout, il était reçu en interview, genre, comment tu fais pour être un tel génie? Il mitonnait tout le temps, il racontait qu'il avait des cryptos depuis 2010. C'était vraiment un mytho, qu'il avait une boîte de trading quantitatif, qu'il faisait des millions. C'était incroyable comme c'était un mytho. Il était reçu comme le Vitalik Buterin dans toutes les émissions. Tu vois, là, plus une seule maintenant. Bah ouais. Forcément, tu mitonnes toute la journée, il y a un mec qui dénonce que tout est faux, bon bah voilà, c'est cramé quoi. Donc lui, tu le vois plus. Mais attention, ça veut pas dire qu'il est pas toujours là, qu'il est pas toujours riche, qu'il finance toujours pas plein de projets. Et moi, j'ai rien contre ces gens-là à titre personnel. Tu vois, à titre personnel, je me dis même, ça se trouve, le mec, il a eu une enfance difficile, son père l'a battu, sa mère l'a pas aimé. J'en sais rien en fait, ce qui s'est passé dans leur vie, tu vois. Parce que tu penses que l'enfance difficile est un facteur incitatif au délit financier. De quoi Qu'une enfance difficile ou quelqu'un qui a vécu des choses difficiles... Je sais pas, mais je pense que ça t'incite pas à faire du banditisme. Pour être un mythomane menteur, il te faut quand même une certaine... Je sais pas, c'est du mytho, c'est des... Ouais, c'est des... Lui, c'était du mytho. Et en général, c'est comme, par exemple, c'est connu que les gens qui cherchent le plus les caméras, qui veulent le plus l'attention, ils ont manqué le plus d'attention de leurs parents quand ils étaient petits. Remarqué, ça, c'est un truc psychiatrique très connu, enfin psychologique. C'est vraiment un truc, voilà, tu vois. Genre, par exemple, le profil typique, les hommes qui n'ont pas été assez aimés par leur mère, ou du coup qui ont eu la sensation de ne pas avoir été assez aimés par leur mère, c'est les plus grands dragueurs. C'est systématique. Tu regardes tous les serial dragueurs. Et au contraire, les mecs qui ont été choyés d'amour par leur mère, en général, c'est les mecs qui sont contents, ils ont leur meuf, ils l'aiment, c'est sain, tu vois. Vraiment, alors j'exagère un peu. Ceux qui ont été surcouvés par leur mère, des fois c'est vrai. Et ceux qui ont été surcouvés par leur mère, des fois c'est eux qui créent en fait des relations toxiques parce qu'ils vont rechercher chez leur conjointe l'adoration ultime et d'être maternés à nouveau. Oui. En général, on recherche la relation qu'on a eue avec le parent du sexe opposé. Les femmes battues, en général, leur père était violent avec leur mère, etc. Il y a toujours, en général, un truc qu'on recherche, qu'on a eu dans notre relation avec nos parents. Même si c'est toxique, c'est ce qui nous est naturel. Parce que c'est ceux avec qui on a grandi, ceux qu'on a connus quand on était enfant. Donc, même si c'est toxique, malaisant, ça nous est familier. Ça nous est normal, donc on se sent quand même bien dedans. Tu sais, là, ce que j'aime, c'est que je vois le nuancier d'Amy, parce que Amy est toujours habituée à parler scam crypto, et là, il est dans mon siège, et il s'est mis en coaching love. Là, c'est pas moi du tout. C'est pas moi du tout qui ai provoqué le sujet. Mon opinion. Là, on est en... Non, mais je vois le Amy... C'est toi qui me fais cet effet, écoute, Sabrina. Mais je suis ravie qu'on ait des discussions, ce genre de discussions deep, tu vois, sur les rapports hommes-femmes notamment. Moi, j'adore. Non, mais moi aussi, j'aime bien. Franchement, c'est des trucs qui m'intéressent, on va pas se mentir. C'est passionnant aussi. Après, évidemment, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis connu plus pour les blagues de beauf. Non, mais oui, et derrière les blagues de beauf, comme on a des discussions, etc., t'es hyper... et les gens, peut-être, ne s'en doutent pas.
T'es hyper respectueux, ça je tiens à dire, hyper respectueux de Ça, c'est de la femme. Elle est sympa de dire que je suis hyper- respectueux quand tu vois les blagues que je balance, les gars. Et non, Merci, Sabrina. Toi aussi, tu es je très sais pas, respectueuse je avec sais pas comment me sortir de Toi cette aussi, tu es punchline. très respectueuse avec moi, Sabrina, merci. Non, mais je tiens à le dire, tu n'es pas que ce clown-là. Tout à Tu n'es fait. pas que ce clown-là et qu'on a déjà eu des discussions sur le rapport homme-femme, etc., sur l'amitié homme-femme, sur le mindset des entrepreneurs, sur tout ça. Et donc, je suis ravie que tu viennes toi-même sur ces sujets-là aujourd'hui. Mais on en était où avant ça? Je sais plus, On alors en là, c'est était ton à- boulot de recadrer. Complètement. Sabrina. On Parce en qu'avec moi, était ça à... part en cacahuète. hein, Mais c'est on pour être adore. poli. Donc, on parlait de ce que tu avais fait et de ta posture de justicier Ouais. dans le monde de la crypto, qu'aujourd'hui, l'écosystème crypto, c'est très, très assaini. Il n'y a plus du tout ce qu'on voyait il y a, Ouais, il y a aussi même il y a parce que c'est 3-4 pas. ans. En vrai, je veux bien me lancer des fleurs. J'ai peut-être créé une petite mode de justicier, mais c'est aussi l'écosystème qui a évolué. Mais C'est-à-dire qu'il y a moins de nouveaux, ce qu'on appelle les retail. En fait, c'est les gens qui découvrent la crypto. Genre Tata Monique, elle entend parler du Bitcoin à la télé, elle vient. Il y en a eu une grosse vague en 2018, en 2020. Maintenant, il n'y en a plus trop. Tout le Non, monde mais s'est bien fait chaque bull scammer. run entraînait son lot Tout à fait. de scams. Et il y a beaucoup de maximalistes qui soit se sont fait avoir, soit sont maximalistes depuis le départ, qui préviennent les gens. Il y a plus cette vibe de maximaliste. Il y a moins de projets. Enfin, ça s'est bien calmé quand même. Mais il Donc, y a et moins en de vrai, projets, j'ai les pas gens sont un plus rôle éduqués. gros là-dessus, quoi. Il y a de moins en moins d'influenceurs. Et puis maintenant, même Bien sûr. les gens n'ont plus le droit maintenant de faire la promo. Ça Il y en a qui ont aussi. été condamnés. Ça aussi, Ils ça ont joue le beaucoup. droit, mais ils doivent l'afficher. Enfin, je veux dire, Ouais, mais il y a sur quand des même eu projets, quelques ICO en France cette année. Il y a eu Cross the Edge, il y a eu Tada, il y en a eu plein d'autres, mais je les oublie. Ouais, mais maintenant, dès que quelqu'un fait la promo, même quelqu'un qui est même extérieur au monde de la crypto, tout doit être affiché, tout doit être noté, enfin tout est censé être Ouais, mais transparent. enfin bon, je veux pas être méchant. Il y a juste un petit bandeau en bas. Ceci contient un peu un Oui, il y en a contenu tellement qui ont été- promotionnel. Et le mec, au début, il dit Not financial advice, non, je ne parle pas du token. Mais ce projet est incroyable. Ça va être la blockchain, ça va révolutionner le monde. Jamais vu un produit aussi bien fait. Ouais, il est trop bien, tu vois. Alors, ça parle pas du token, mais bon. Sauf Il y en a qu'il y a plein moins qui de ont été projets, hein. Il y a condamnés. moins de T'en as- sous, il y a moins d'investisseurs. hein. La plupart des Non, je ICO, pense elles que- foirent vite maintenant. Enfin, c'est moins une bonne période. Mais à l'époque, Il y a pas regarde, moins- tu c'est vois, pas j'ai parce fait que un- c'est pas ouais. parce que systémiquement il y a moins de sous, c'est parce que les gens mettent moins parce que justement ils ont aussi. subi des arnaques avant. Parce qu'ils sont tous Tout fait était avoir. survalorisé, Bah oui. etc. Oui. Tu regardes la liste CoinMarketCap que j'ai fait de tous les projets français. S'il te plaît, 90%, enfin les 3 quarts des projets, ils sont à moins 99%. Ouais. Il y en a une poignée qui est pas. Mais c'était tellement prévisible. Bah oui, je suis d'accord, mais bon, c'est facile de le dire après coup, parce que sinon tu shorts tout, tu fais des millions. Mais bon. Comment bah t'as fait bon. des millions toi alors? Déjà, Sabrina, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai fait des millions? Bah, Moi, je te vois pas peut-être souvent j'ai une travailler. Je te vois pas Dacia, souvent travailler. Je vois pas, moi, les millions, quels millions. Je Comment travaille tu pas. gagnes ta vie? Mais Sabrina, Comment tu gagnes ta vie quand tu aujourd'hui? rencontres quelqu'un qui travaille pas en général, il n'a pas de millions, il a 0 sur son compte. Ça s'appelle un RMiste. Donc je suis un RMiste du Luxembourg, tu vois. Non, je monte une nouvelle boîte maintenant qui s'appelle Nodes. On fait du stacking. Je vais pas faire la pub trop long, mais je vais faire juste en une phrase. En Non, gros, moi je on trouve fait ça des nodes intéressant de savoir que validation, quelqu'un de comme l'écosystème Solana. Ouais. qui s'est battu contre les scammers, etc., de l'écosystème qui fasse une boîte, c'est intéressant. Donc Bien dis-moi, sûr. parle-moi de Mais la attention, démarche. il y a plein de boîtes éthiques, il y a plein de boîtes. Je suis pas en train de dire que la mienne est spécialement éthique, mais je veux dire, si tu veux, ce que j'ai dénoncé, c'est un peu le système avec les influenceurs qui vendent. C'est tout le système autour des ICO en fait. Les influenceurs qui vendent les ICO, les boîtes de marketing qui placent les influenceurs pour vendre les ICO, les créateurs de projets des ICO. Et attention, il y a 2 types de gens qui font des ICO où le token il crache. Tu as des tokens, ils font moins 99%. Le mec s'en est mis plein les poches, ils se sont gavés et tout. Ça, c'est des FDP, comme je dis, pour rester poli. Par contre, t'en as, leur token, il a fait moins 99%, le projet a foiré. Ils sont déprimés, ils ont mis leurs sous dans la boîte, ils ont mis leur sueur, ils n'ont pas gagné d'argent, ils ont perdu de l'argent même parce qu'ils ont mis leur argent perso. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, tu peux déterminer si des mecs ont été éthiques ou pas que après coup. C'est-à-dire, s'ils ont rincé tous leurs investisseurs et qu'ils s'en sont mis plein les poches, c'est vraiment des escrocs. Par contre, si le token a fait moins 99% et les mecs, ils ont perdu l'argent qu'ils ont mis dedans, ils n'ont pas fait 1 euro, tu peux rien leur reprocher de mon point de vue. Alors, on est de retour. J'ai changé de t-shirt, je peux pas trop vous dire pourquoi. Mais voilà, on reprend le podcast comme si de rien n'était. Sabrina, vas-y. Alors, je vous explique pourquoi Émile a changé de t-shirt et est sponsorisé désormais par Bitmain. Donc, pour le contexte, j'ai mis du Bitcoin et les machines, pour la plupart, viennent de Bitmain. C'est pour ça qu'il a un t-shirt logoté, c'est parce qu'on a fait une pause café. Et figurez-vous que Amy s'est tachée de partout. Donc, le seul vêtement qui lui allait ici, c'était le vêtement offert par mon fournisseur. Merci. Donc, Bitmain, voilà. Une pause café, nickel, let's go. Maintenant, on va parler de ce que tu fais maintenant. Donc, tu m'as dit que tu es Alors, c'est engagé un peu contre tout les... nouveau. Oui.
Parce que tu as parlé des kidnappings tout à l'heure. Ah non, mais ça, je suis Là, je te engagé parle de pas de rien ta du boîte tout. de... Genre, c'est juste un truc, c'est juste l'actualité. En fait, le socialisme ambiant en France, ça m'a toujours saoulé. Attention, quand je dis socialisme, je dis pas il faut pas aider les pauvres et tout. Je dis juste, tu vois, la mentalité, le fait que tu travailles, on va te prendre 70% de tu gagnes, même quand t'es pauvre. Hein. Les gens, ils croient, c'est que si t'es cadre ou machin. Non, mais même quand t'es à un SMIC et demi, tu te fais cartonner. Hein. De toute façon, les gens, ils s'en rendent compte dès qu'ils sont en indépendant. Commencez à conduire un taxi en indépendant, être coiffeur, machin, vous allez voir tout ce que vous vous faites prendre. Tu te fais prendre presque 70% quand tu mets tout à bout. Donc ça me saoule. À côté de ça, on n'a pas de sécurité, on a un système de santé qui s'effondre. En 1970, le niveau de vie de la France, quand tu travaillais, c'était le même niveau de vie que tu as aux États-Unis ou en Suisse. Maintenant, c'est des pays qui sont presque 2 fois plus riches que nous, 3 fois plus riches. Tu as des mecs qui sont chauffeurs de camions aux États-Unis, ils gagnent 12 000 dollars par mois. S'il te plaît, c'est un salaire de PDG en France. Enfin, tu vois. Donc oui, tous ces trucs-là, ça m'énerve. J'ouvre ma gueule sur ces sujets-là. Peut-être je me politise plus parce que le truc des kidnappings, bah oui, personnellement, je connais des gens qui ont été impactés, donc évidemment, ça me touche un peu à cœur. Parce que quand même, c'est un truc vraiment grave, quoi. Voilà, il serait temps de mettre des 30 ans de prison, et puis quand tu prends 20 ans en France, on sait que c'est 10 ans, quoi. Mais bon, voilà. Mais moi, je trouve ça hyper important que les entrepreneurs se politisent. Ok. Et du coup, dis-nous en plus, qu'est-ce qui t'énerve? C'est parce que tu parles du côté gauchiste, mais je pense que c'est surtout la justice qui est pas punitive, qui est limite incitative en France. Bah justement, je trouve qu'on a un service de police ou de gendarmerie avec le GIGN, etc. Enfin, de gendarmerie, de militaires et tout, qui est exceptionnel. À chaque fois qu'il y a un kidnapping en France, et il faut le redire, les mecs se font attraper. En quelques jours, ils se font attraper. Ils sont tous derrière les barreaux, ils sont tous attrapés. Malheureusement, visiblement, de savoir qu'ils vont se faire attraper et que dans 100% des cas, ils se font attraper, ça suffit pas à les dissuader. Donc visiblement, ils n'ont pas assez peur de ce qui va se passer d'un point de vue de justice et prison en France. Et pour moi, c'est ça le drame. Et moi, je l'ai vu parce que j'étais allé une fois pour des affaires à moi et tout. J'étais allé devant un tribunal, j'avais vu des mecs, mais laisse tomber, ils avaient je sais pas combien de condamnations déjà. Ils repassaient pour 15 trucs différents. C'était 12 ans ou 13 ans après les faits. Et ils ont pris que du sursis. Et c'est des mecs, dans une autre affaire, ils avaient tué quelqu'un en vacances en conduisant. Ils l'avaient tué parce qu'il devait conduire bourré ou quoi, ils ont fait délit de fuite. Mais j'étais choqué. Et la juge leur parlait comme si c'était leur mère, en mode « Non, mais vous inquiétez pas, hein, vous allez pas aller en prison. » Je te jure, quand elle a lu les verdicts à la fin, elle a dit « Monsieur machin, vous êtes condamné à 6 mois de prison avec sursis. » Et là, elle prend la petite voix, elle dit « Non, mais vous inquiétez pas, vous allez pas aller en prison. » Mais comme ça, et pendant tout le truc, c'était comme ça. Les mecs, ils disaient 2 mots, ils sont venus en survêt sans avocat. C'était une dinguerie. Je sais pas d'où tu viens en survêt sans avocat. Tu peux prendre 10 ans de prison. Enfin, dans un pays digne de ce nom, t'aurais pris 10 ans de prison. Et à chaque fois que le mec disait un truc, j'ai trouvé un emploi il y a 2 mois. Enfin, le mec n'a pas travaillé depuis 10 ans. 2 mois avant, il a trouvé un emploi. Il y a juste une feuille de papier signée par un pote où il y a écrit oui, j'ai un emploi. Elle lui dit c'est bien, bravo, on est très fiers de vous. Hein. Vraiment, c'est bien. Tu vois, je veux dire, c'est sympa d'être dans la bienveillance. Mais à un moment donné. Tu vois, je suis désolé, tu vois bien que les gens, ils n'ont pas peur de la prison en France, ils n'ont pas peur de ramasser. Parce qu'en France, il y a on part du principe que, la justice, et d'après les condamnations, et même le discours des juges, ou même certains avocats, c'est parce que si tu es né dans des conditions qui sont considérées comme défavorisées, ou pas optimales, en fait, on va justifier ton comportement, on va justifier tes délits, on va justifier ton non-respect de la loi, on va justifier ta violence, on va justifier les crimes que tu vas faire. Et donc, à partir de ce moment-là, on part du principe que tu as été défavorisé et donc on va pas te punir comme tu le devrais. Donc du coup, les mecs savent que la justice est super laxiste, donc ils vont recommencer, vice de procédure, ils vont former des petits jeunes, c'est ce qui s'est passé avec la crypto, ils forment des petits jeunes de 18 à 25 ans, les mecs ne connaissent rien à la crypto évidemment, ils comprennent pas du tout ce qu'ils font, et ils leur... De toute façon, les mecs qui font ça en bas de l'échelle, ils comprennent rien. Mais c'est fou, c'est des mecs qui sont prêts à couper un doigt pour 1 000 euros. C'est ça, et la souvent, réalité. ceux qui sont à la tête... Il y a des gens comme ça en France qui sont prêts à faire ça pour 1000 balles. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que les gens riches de la crypto. Regarde les trucs qu'il y a eu, des fois c'est pour 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 bien sûr, euros. Mais ça ne concerne pas que les gens. Mais ceux qui prenaient les qui premiers sont, risques, ceux qui mettaient les mecs dans les fourgons, c'est des mecs qui avaient 1000 ou 2000 balles, c'était des petits jeunes en fait. Mais ceux qui sont à la tête des réseaux... Les mecs qui veulent prouver, c'est une catastrophe. Mais ceux qui sont à la tête des réseaux, c'est des mecs qui sont des multirécidivistes. Ah bah oui, et t'en as plein sûr. qui ont été prises et qui ont été relâchées depuis. Ah bah oui, c'est ça le problème, c'est que un multirécidiviste, au bout d'un moment, il doit pas être en liberté, il doit être derrière les barreaux. J'exagère un peu, je suis peut-être un peu, mais je suis désolé, quand tu coupes des doigts à 18 ans, 3 ans après, t'es pas sorti d'affaire dans ta tête. Hein.
Pour moi, il faut prendre un bon moment de réflexion sur ta vie avant que, voilà, peut-être tu peux être réutilisable dans la société. Et quoi. du coup, J'exagère un petit peu, mais pour moi, il faut être beaucoup, beaucoup plus sévère. La justice, elle est 10 fois trop laxiste. Il faut vraiment être... Alors, est-ce qu'il faut aller en mode Nayib Bukele comme au Salvador ? Regarde en Salvador, le mec a divisé le taux de meurtre par 20 ou 30. Enfin, vraiment. Donc, oui, actuellement, mon sujet... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je reprends beaucoup actuellement les trucs de Sarah Knafo, etc. Parce qu'à la fois, elle a un discours libéral, à la fois, ils ont un discours où il faut être beaucoup plus violent avec la délinquance. Je valide pas forcément le côté, tu vois ce que je veux dire, la polémique, justement, autour de Zemmour et tout, c'est, tu sais, sur les prénoms arabes et tout. Moi, mes enfants, ils auront des prénoms arabes, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. J'exagère un peu, mais... Enfin, non, j'exagère pas, mes enfants, ils auront des prénoms arabes, mais vraiment, par contre, à la fois le côté libéral économiquement et le côté violence envers les criminels, quoi. Je trouve qu'en France, il y a urgence un peu d'être sévère avec la criminalité. Je suis désolé, moi je veux bien être bienveillant, mais bienveillant dans un pays où il n'y a pas trop de criminalité, oui. Quand c'est endémique comme en France, voilà. Non, mais c'est plus de la bienveillance. Quand c'est de la bienveillance qui nuit à la sécurité et au bien-être des autres, c'est de la stupidité. Je suis d'accord. C'est de la bienveillance mal placée. Mais pour moi, c'est même pas de la bienveillance. C'est vraiment... C'est dangereux. C'est plus de la bienveillance, que tu mets en danger la sécurité des autres. Quand tu valides, quand tu cautionnes ce genre de comportement, ou quand tu mets en place un environnement qui incite à ce comportement ou qui n'est pas punitif en ce comportement, tu es responsable. La justice aujourd'hui, elle est responsable de ce qui se passe. Je suis d'accord. Elle est même pas attentiste, elle est même pas bienveillante, elle est responsable parce que elle ne s'endurcit pas. En vrai, parce que faudrait les peines policer aujourd'hui. tous les juges les plus. Il y a trop de juges ultra laxistes. Moi, je l'ai vu en live. J'y aurais pas cru. Tu m'aurais dit. Je sais. Franchement, quand j'ai vu des juges laxistes à l'œuvre, j'y aurais pas cru. Mais tu m'aurais raconté, j'aurais dit tu mytho. Moi, j'ai eu la chance pour le moment de ne pas en avoir vécu, mais j'ai eu énormément de mauvaises expériences autour de moi, des entrepreneurs et notamment des gens de la crypto, qui ont été face à ces criminels-là. Et en fait, c'est vrai qu'on mettait tout sur leurs conditions de vie initiales, etc. Donc il y a tout un narratif. Mais en fait, le problème, c'est que bien sûr que leurs conditions ont joué. Bien sûr que c'est vrai que tu grandis dans la misère, dans un milieu où il y a des délinquances, tu es plus enclin à aller là-dedans. Mais d'être juste bienveillant avec les gens qui font ça va pas solutionner. Au contraire, il faut tuer les exemples. Parce que tu grandis dans un milieu où la délinquance, le problème, c'est quoi ? C'est que tu vois des délinquants qui réussissent. Putain, lui, il a une belle voiture, lui, il a une belle vie. Non, mais tu il va en boîte de nuit, la il paye personne. des bouteilles. Bah non, justement, les exemples, c'est que ces mecs-là, ils devraient être en prison. Et les exemples, c'est d'autres personnes. Des gens qui ont travaillé à l'école, qui sont ingénieurs et tout, tu vois. Ça change aussi les exemples si tu punis vraiment les criminels. Et complètement. Et il faut responsabiliser. En fait, en France, on a ce truc où on va toujours... Il y a un transfert de responsabilité sur tes conditions sociales, l'État, ou l'école qui n'était pas à la hauteur dans les ZEP, où on va toujours trouver un responsable. Mais c'est jamais l'humain en lui-même. Quelles que soient tes conditions, tu es responsable de ce que tu es responsable de ton avenir, tu es responsable de ce que ta famille fait aussi quand tu es un chef de famille. Et ça, en France, ça n'existe pas. L'État est responsable de tout. Bien sûr, bah oui, ça c'est... Pour moi, c'est toute cette mentalité qui est catastrophique. Et en fait, quand tu vois, quand ta femme elle te disait oui, tes followers, ils sont d'extrême droite, etc. Mais c'est surtout que la communauté crypto, elle souffre beaucoup de ce laxisme-là en France. Ah bah oui. Et avec les kidnappings, ça a radicalisé tout le monde. Mais ça a radicalisé tout le monde. Et en fait, si t'étais pas radicalisé, t'es obligé d'être un peu. Et les gens se sont tournés vers des discours politiques qui sont beaucoup plus punitifs. Parce que, en fait, les partis d'extrême droite, ils ont été, à un moment, par opportunisme. Peut-être qu'ils le sont toujours par opportunisme, mais en tout cas, ils ont un discours pro-Bitcoin, ils ont un discours beaucoup plus capitaliste qu'avant, etc. Et ils punissent publiquement beaucoup plus durement ces actions-là. Et donc, en fait, tu as plein de gens de la crypto qui, par opportunisme aussi, se sont dit, bah finalement, je vais me rapprocher des discours d'extrême droite parce que, ils valident. Après, le discours est proche. Moi, il n'y a qu'un truc, et j'essaye de bien le mettre en avant en vrai. Le seul truc qui me gêne ou qui me saoule c'est le côté dans xénophobe. Le discours, exactement, bien sûr. Dans le discours d'extrême droite classique. Tu vois, par exemple, moi, à chaque fois que je vois un mec qui dit ouais, le problème c'est le voile, bah je suis désolé, les gens qui nous kidnappent et qui mettent des fourgons, c'est pas les femmes voilées. Donc laissons-leur faire du sport avec le voile. Laissons-le. Regarde, tu vois, à Dubaï, c'est un pays où tout se passe bien. T'as des meufs en voile et des meufs en bikini à côté. Pour moi, ça c'est le symbole de la tolérance. Et il n'y a pas de criminalité. Donc arrêtons de mettre sur la gueule du voile. Je suis désolé, c'est pas le voile le problème. Le problème, c'est les gens qui font de la criminalité. On s'en fout, laissons à chacun faire ce qu'il veut dans sa vie. Moi, je suis vraiment radicalement. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui. Je veux entendre un discours d'extrême droite, alors façon de parler, mais je veux entendre un discours de droite, on va dire, qui soit libéral et qui n'est pas du tout une droite, c'est mon discours. En fait, une droite républicaine, libérale, capitaliste, mais qui ne soit pas xénophobe. Mais bon, a priori, si tu veux, si je devais voter aujourd'hui, je prendrais ce qui est plus proche. Donc bon, ok, ils aiment pas les prénoms, les Samira, ok, tant mais c'est pas grave. Je vote quand même pour vous, tu vois. Tu choisis quand même ce qui se rapproche le plus, tu vois, entre guillemets. Et moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est vraiment qu'on ait un pays libéral et qu'il n'y ait plus de criminalité. Donc, ouais, c'est la sécurité. Et en fait, les autres partis s'y attaquent pas directement. Et là, on a l'impression, mais en fait, le quotidien des Français, c'est... Et pour en parler, une femme française, c'est avoir peur quand tu es dans la rue, avoir peur quand tu rentres chez toi, ne pas ouvrir la porte à n'importe qui, avoir peur quand tu... Enfin,
Donc toi, ça, tu le vis en tant que femme mais aussi, moi, je le vis. Mais moi, je me rends pas compte. J'ai pas cette expérience et pourtant, je suis pas du tout une Sabrina, femme. est-ce qu'on peut le dire au podcast entre nous, les gars? Sabrina, elle est quand même jolie, donc je pense que ça joue quand même. Ça n'a aucun rapport avec l'insécurité. Ah tu oui, es plus alors sujette. de manière générale, oui, je pense. Mais non, mais ça n'a aucun rapport. Toutes les femmes, c'est-à-dire que même une femme moche, effectivement, se fait emmerder, on est bien d'accord. Et surtout je vais pas dire le contraire. Je vais pas dire c'est un problème que des belles femmes. Non, parce qu'en plus, les violents ne déterminent pas leur cible par rapport aux attraits physiques. C'est les conditions dans lesquelles tu te mets. C'est pas ta capacité à attirer l'homme. Toi, t'as l'impression qu'il y a... Il y a des conditions dans lesquelles qui sont beaucoup plus propices, évidemment, aux agressions. Moi, ça fait depuis que j'ai la vingtaine, même avant, je prends toujours des Uber, déjà, après une certaine heure, dès qu'il fait nuit. Et même dans les Uber, il y a eu des agressions, évidemment. J'en ai subi aussi. Ah oui, moi j'ai déjà un Uber. Et ils sont fous, parce que dans l'Uber, le mec, il est identifié de chez identifié, quoi. Ah, mais il s'en fout. Le problème, c'est la France, il va rien se passer. Donc, il va rien se passer. Moi, il m'a pas laissé sortir. Il y en a un, il a essayé de m'attraper. Donc, je suis sortie de la voiture, elle roulait. Il a essayé de m'attraper. Il va se faire virer d'Uber, c'est tout, quoi. Il va se faire virer d'Uber, c'est tout. Moi, j'ai jamais eu aucune suite. J'ai écrit à Uber, j'ai jamais eu aucune suite. Et deuxième chose... Ceci dit, et ça, je peux le comprendre aussi, s'il n'y a pas de preuves, c'est difficile de mener une plainte construite. Mais c'est pour ça que maintenant, il y en a de plus en plus. Ta parole contre la parole du mec, ça, c'est un problème, je suis d'accord. Et parce qu'aussi, il y avait des femmes qui t'enregistres en cachette ou je sais pas quoi. Maintenant, tu as plein de chauffeurs qui se filment. Et ils ont totalement raison, parce qu'eux aussi subissent des agressions des personnes. Ouais. Donc, tu as des femmes qui peuvent dire... Oui, puis tu peux être accusé à tort. Alors attention, complètement. Je pense que l'immense majorité des plaintes, c'est pas des meufs accusées à tort. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est légitime la plupart du temps. Mais encore normal qu'ils fassent des preuves, parce que sinon, ça peut être politique, ça peut être complètement. Et donc, pour l'insécurité, oui, pour avoir J'avoue, si même en Uber, t'as le problème, c'est horrible, quoi. Ouais, mais après, statistiquement, comme je prends des Uber quasi tous les jours de ma vie, c'est... Certes. Il y a toujours un pourcentage de délinquance partout dans n'importe quel secteur d'activité, donc je me considère comme très chanceuse qu'il n'y ait eu que ça. Ouais. Bon, Après, moi, j'ai fait, mais je sais pas si c'est moi qui vieillis. J'ai fait, la dernière fois que j'étais à Paris, j'ai fait 1h et demie de marche à Paris. Je suis parti de tout à l'est, un peu à l'est de République, jusqu'à un peu à l'ouest de Pigalle. Tu vois, j'ai tout traversé. Et franchement, le nombre de cassos et de trucs que j'ai vus, mais j'étais choqué, vraiment. J'ai vu des mecs qui collaient des meufs. J'ai vu le nombre de cassos qui ont l'air agressifs. J'ai vu des meufs qui... Ouais, non, mais franchement, non. Des meufs qui faisaient quoi? J'étais violé, j'étais choqué, c'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que c'était comme ça? Et j'y ai réfléchi, je me suis dit, peut-être que Paris à 3h du mat, c'est devenu pire qu'il y a 25 ans. Pourquoi? Parce que quand j'étais il y a 25 ans, personne ne prenait de taxi, c'était super cher et t'en trouvais pas. Donc les gens, ils traversaient beaucoup Paris à pied. Maintenant qu'il y a les Uber et que c'est devenu abordable, je pense que la plupart des gens raisonnables, genre comme toi, tu vois, tu vas prendre un Uber, tu vas pas dire, je vais marcher toute seule, traverser Paris. Parce que quand t'es une fille, t'es une proie de base. T'es un mec, si tu mets pas des sapes de luxe, il va rien t'arriver, parce que tout le monde s'en bat les couilles d'un mec, on va pas se mentir. C'est pas une cible en soi. Une femme, c'est toujours une cible. Faut qu'elle le sache. Oui, une femme, c'est toujours une cible. Toujours une cible, une femme, malheureusement. Et donc, pour parler de la sécurité, pour avoir habité dans d'autres pays, en Suisse, Dubaï, et un peu voyagé partout, c'est absolument... Enfin, je suis outrée à chaque fois que je rentre en France, parce que tu ne te sens pas en danger. Tu te sens en danger nulle part. Que tu sois... Même en Inde... Si t'es accompagné, tu vas pas te sentir en danger. Enfin, c'est fou ce que je vais dire, mais c'est vrai. Au fin fond du Sénégal, t'es pas en danger. Thaïlande, quand t'es dans les grandes mégalopoles, t'es jamais en danger. Et puis même dans certains pays, notamment dans les Émirats, tu te sens même protégé quand t'es une femme. Ça veut dire qu'on va veiller sur toi. On va te regarder 3 fois plus, mais pas pour te zioter. C'est qu'on va regarder si tu fais tomber ton sac à main, si tu boites, moi par exemple, si je m'arrête dans la rue aux Émirats, on va pas venir me voir pour me draguer. On va venir me voir, madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et là, vous avez des gens qui vont venir, et ça m'est déjà arrivé, véridique, t'as un mec qui arrive avec une trousse de pharmacie, t'en as un qui veut te prendre un taxi, il y a cette entraide, et il y a ce côté, la femme, c'est comme un joyau, dont on doit prendre soin. Et ça, on le voit dans la rue, et on le voit même au travail. Donc il y a beaucoup... Enfin, là, je fais une digression, mais la femme là-bas, elle est très valorisée. Déjà, t'es mieux payée. Et en plus, au travail, il y a beaucoup moins d'irrespect aussi. Ça, faut en parler, parce qu'il y a l'insécurité, mais aussi la misogynie au travail, que moi, j'ai connue en France. Tu la connais pas à Dubaï. Je suis pas coupable. Mon avocat... Et donc, l'insécurité, il y a que en France où et pourtant, je ne suis pas du tout dans la victimisation, et j'ai grandi dans le 92. J'ai grandi dans le 92, dans des grandes tours où tu avais des mecs en bas qui, Dieu sait ce qu'ils faisaient, qui zonaient. Donc, je n'ai pas peur de ces individus-là. J'ai grandi avec eux.
Et même, je m'inventais même un grand frère pour éviter qu'il m'embête. À la rentrée, comme moi, j'étais toujours la plus petite. Parce que t'as pas de grand frère. Non, j'ai pas de grand frère. Tu peux pas dire, ouais, c'est Samir, fais gaffe. Exactement. Et donc, comme j'étais toujours la plus petite, je te jure, j'étais la plus petite et la plus... j'étais un peu chum. J'étais très chum même. Et j'étais toute petite, etc. Et donc, j'étais toujours celle... Parce que les enfants sont très cruels entre eux, ils sont très méchants. Bien sûr. Et il faut toujours un souffre-douleur. Et moi, à chaque fois, à chaque rentrée toute ma vie, je devais être le souffre-douleur. Bon, évidemment. Ah oui, mais on m'attaquait tout le temps. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé ce fort caractère, d'ailleurs. Et donc, soit je me défendais. Ah, mais non, c'est super. Puisque j'ai jamais été le souffre... On tentait. Puisque j'étais vraiment... J'avais la tête de l'emploi. Mais donc, on tentait. Pas de racisme, rien du tout. Juste, c'est toi, Sabrina, juste j'étais petite, j'avais des grosses lunettes. Même jusqu'à l'adolescence, j'avais mon appareil dentaire, 4 ans d'appareil dentaire, cheveux mi-arabe, mi-asiatique. Tu savais... Enfin, j'étais un spécimen. Genre, t'arrives à être exotique pour tout le monde, bravo. Voilà. Et donc, on essayait de faire de moi le souffre-douleur. Et je disais, non, mais... donc quand j'arrivais pas, puisque toujours je me suis défendue, mais des fois je devais inventer un grand frère. J'étais dans cet environnement-là, et d'ailleurs quand j'ai grandi, la plupart de tous les mecs que j'ai connus, en fait, ils sont allés en prison à un moment. Donc, et donc ces mecs-là, quand je les vois dans la rue dans Paris, c'est pas des gens qui me font peur naturellement, mais les comportements abusifs, les comportements dangereux, etc., sont pas du tout condamnés ici. Là, j'ai un commissariat en bas de chez moi, mais il y a des mecs qui zonent aussi en bas alors que je suis dans un super beau quartier à Paris. Quand tu appelles le commissariat, ils sont surchargés, donc les mecs t'envoient paître. Parce que tant que tu t'es pas fait taper, tant que tu t'es pas fait violer. Ils savent qu'il se passe rien en vrai. Ouais, il se passe rien. Ils vont dire, portez une plainte, mais. Ouais, voilà, c'est ça, il va rien se passer après. Donc, tu as peur en permanence. Dans le métro, tu as de plus en plus de délinquance dans le métro. Moi, j'ai vu des gens se faire. On a essayé de me piquer mon téléphone, je l'ai récupéré. J'ai poussé le mec. Ah oui. C'est dangereux ça en plus parce que c'est comme ça que tu peux te prendre des coups de couteau. Ah mais moi je m'en fiche. Moi rien que pour le principe, rien que pour mon ego, j'ai un ego hyper mal placé. Le mec qui courait pas parce que moi ça m'est arrivé une fois, le mec qui sprintait. Moi j'étais point de côté. En fait j'ai eu de la chance, je l'ai poussé. Mon téléphone s'est fait prendre et en fait il est monté dans la rame avec moi. Tout le monde a vu la scène. J'ai été coup de pression quoi. Non même pas parce que personne ne bouge en France. Ça aussi beaucoup de délinquance, personne ne bouge. T'as des filles qui se font agresser devant les gens bougent pas aussi. Moi, je fais partie des gens qui défendent ceux qui se font taper ou les femmes qui se font agresser dans le métro, mais personne ne bouge en France. Tout le monde regarde ou à la rigueur filme pour TikTok. Ceci dit, regardez, c'est pas si mal, parce que moi, quand je rentrais au milieu de la nuit, il y avait un mec vraiment, il collait une meuf, mais lourd. Non, mais regardez sans agir. Lourd, mais j'étais juste à 20 cm et je regardais. C'était une manière de dire si la meuf, elle fait un signe qu'il faut l'aider ou qu'il y a un problème, je suis là, tu vois. Oui, d'accord. Je rentre pas forcément dans le truc, regardez voyeuriste. C'est quand même un signe d'insistance quand t'es là à côté et que tu regardes s'il se passe un truc. Oui, c'est bien, et si d'autres gens le font... Tu sais qu'il y a une équipe. Oui, mais tu avais l'intention et tu te tenais prêt à... Si ça partait en couille, la meuf, elle s'est très bien débrouillée. Elle a repoussé le mec 3 fois. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas intéressé. Bonne soirée. Voilà, mais tu as envoyé le message à la meuf. Le mec était juste ultra lourd. Il était pas... Enfin, tu vois, il était juste collant et lourd. Mais... Oui, il était juste collant et lourd. Mais après, c'est où la fin? Être collant et lourd, quelle est la limite? C'est ça. À quel moment la personne devient dangereuse? Et souvent, un mec qui vient et qui te colle, alors même... la meuf a géré toute seule. On va dire ça comme ça. Mais et donc à tous ceux qui nous regardent ou tous ceux qui nous écoutent, c'est hyper important quand vous voyez une fille mal à l'aise avec un mec, vous lui envoyez, même si vous ne voulez pas agir, faites un signe au moins visuel à la nana pour lui dire t'as de l'aide. Et moi ça m'est déjà arrivé, je trouve, enfin ça m'est arrivé, je descends donc je crois à Gare de Lyon. Une soirée sur une péniche. Des fois, il y a des gens qui s'embrouillent, des fois, c'est un couple aussi. Hein, tu sais, oui, les gens sont bizarres de toute façon, tu le sens quand un mec il colle une meuf. Et donc, je voyais des mecs qui me suivaient. Gare de Lyon, j'avais pas trouvé d'Uber. Soirée sur une péniche, mondanité parisienne classique. Et là, en fait, je me dis, il fait noir, il n'y a pas de lumière. Et donc, il y a un mec qui marche. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, fais semblant qu'on est ensemble parce qu'il y a quelqu'un qui me suit. Vraiment. Vraiment fait comme dans les. Et aujourd'hui, 6 ans après, c'est mon ami. C'est énorme. Parce qu'il s'est avéré qu'on faisait le même métier. Et c'est devenu mon pote. On faisait le même métier, même âge. Bref, et maintenant, c'est un grand ami aujourd'hui. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, ok, fais semblant que t'es mon pote parce que là, je suis en danger. Et donc... mais en France, c'est une cata. Mais je trouve, en plus, on pointe les mauvais trucs. On va faire la religion, l'islam, le machin. Pour moi, en vrai, le modèle idéal, tu sais, plus je vieillis, plus je me dis, c'est Dubaï. Oui. C'est genre dictature. Mais tu vois, j'exagère un peu, en fait, mais je veux dire... c'est une justice qui est hyper punitive, qui en fait, à Dubaï, pour vous dire, parce que j'y ai travaillé, vécu, etc., c'était drôle, à un moment, je bois un verre avec des collègues de là-bas, et t'as un étranger au bar qui est un peu bourré. Et donc, eux, ils le regardent, mais complètement ébahis, et pour eux, c'est
c'est une scène qu'ils n'ont jamais vue. Ouais, okay. Et moi, je suis saoulée. Moi, je dis, c'est hyper habituel. Ils me disaient, comment ça, c'est habituel? habituel? Ça va, tu connais. Je dis, en fait, à Paris, des gens en ébriété qui embêtent d'autres gens, c'est normal. Mais ils nous disent, mais pour nous, ça, là, c'est une garde à vue, quoi. Ou un gros avertissement. Le mec, s'il fait ça une deuxième fois, il peut pas rentrer dans le territoire. À partir du moment, en fait, où t'embêtes quelqu'un, à partir du moment où t'as une parole élevée, tu nuis au climat social, t'as un comportement agressif, t'as un comportement trop insistant, ça n'existe pas. Donc, police, t'es convoqué, tu vas en garde à vue, et puis, si c'est récurrent ou quoi, tu sors du territoire, définitivement. Ouais, non, mais c'est bien ça. Hein. Enfin, oui, moi je trouve en France on est vraiment trop gentil pour conclure, mais je suis d'accord avec toi. Ça va. Bon, on a eu le petit chien qui s'est joint à nous, et c'est vrai que je suis un peu un cliché ambulant. La petite parisienne bourgeoise avec son petit chien. Voilà, la parisienne bourgeoise, je ne sais pas. On tente de feindre la bourgeoisie, mais du coup, oui, le petit chien donc, nous a rejoint. Non, mais il est très beau, il est très mignon. Et du coup, on parlait politique, donc on a parlé kidnapping, on a parlé... Kidnapping, on a parlé... Et kidnapping d'ailleurs, parce qu'à un moment, quand ça s'est déroulé, vas-y, dis-moi. Quand ça s'est déroulé et que des amis en commun, etc., ont failli se faire kidnapper d'ailleurs, ont reçu des messages, etc. Toi, tu connais des gens personnellement qui ont reçu des messages, peut-être? Ouais. Mais évidemment. Ah ouais, putain. Ah oui. Et puis, moi, je vois la vitesse. Alors, moi, je me suis pas faite menacer, mais moi, je t'avais raconté, je me suis faite harceler. Il suffisait que le mec soit mal intentionné, on ne sait pas ce qui allait se passer. Et justement, c'est via LinkedIn. Ah, tu penses que c'est un truc plus que... Je ne sais pas, mais on ne sait pas. Non, mais comme tu avais le contact, la tête et tout, c'était probablement il était plus intéressé, à mon avis, par ta féminité que par tes cryptos, je pense. Mais bon, pardon, hein, on parle d'une histoire, donc on vous a pas raconté. Si tu veux la raconter, c'est que, en fait, l'histoire, c'est que sur LinkedIn notamment, parce qu'on a parlé de LinkedIn aussi, je me suis lancée et en près de 10 posts, j'ai eu 8000 abonnés. Parce que ça marchait, parce que je racontais ce que c'était de miner du Bitcoin à Dubaï. Donc, c'est un sujet évidemment hyper singulier, donc ça a attiré l'attention. Je pensais obtenir beaucoup de clients institutionnels via LinkedIn. La réalité, c'est que non, je les ai obtenus autrement. Mais j'ai eu notamment une personne qui s'est fait passer pour un potentiel investisseur et qui voulait investir 1 million. 1 million dans le minage de crypto, c'est quelque chose qui est vraiment courant. À l'époque, j'avais des commerciaux, mais comme on venait de s'implanter en France, on n'avait pas encore de bureau, etc. Et c'est des commerciaux juniors. Évidemment, c'est moi qui ai pris la vente. Et comme on cherchait du bureau, donc j'ai rencontré physiquement ce potentiel acheteur-là et j'ai passé plusieurs heures avec lui. Il faut du temps pour que la personne ait confiance en la société. Et il nous demande évidemment comment fonctionne la société. On en est, on fait connaissance. Oui, tu mets pas 1 million. Bien sûr. Et on n'est pas sur un marché mature comme un conseiller en gestion de patrimoine où c'est des produits classiques. Bon, même si généralement les gens n'y comprennent rien, mais c'est des produits classiques. Tu fermes les yeux et tu as une certaine sécurité, une assurance en ce qui va se passer. Là, le minage, c'est totalement normal. À chaque fois qu'on fait une vente, les gens demandent qu'on explique le process de bout en bout. Donc, ça prend du temps. Et donc, ils me posaient des questions. À un moment, ils voulaient même acheter des parts de la société. Donc, on a discuté des heures et des heures et des heures ensemble, dans des endroits publics. Parce que j'avais pas encore de bureau. À l'époque, je voulais même ouvrir des bureaux publics à Paris avec des machines de minage, etc. C'était possible. Il n'y avait pas encore cette mexicanisation de la France. Et en fait, il s'est avéré que la personne a créé des faux documents de bout en bout, des faux documents qui avaient été relus, vus par des avocats à Dubaï, etc. On avait tout double-checké et tout paraissait vrai. Fausse carte d'identité, fausse preuve de virement. Il y avait même eu un call avec un faux conseiller bancaire d'UBS, avec un mec qui travaillait vraiment à UBS, qui avait volé son nom. Enfin, l'arnaque était extraordinaire. Sauf que le sujet, c'est qu'en fait, moi, on ne peut pas arnaquer ce que je vends. Mais il voulait quoi de toi? Il voulait quoi? C'est qu'en fait, la personne a passé des semaines à me faire croire qu'il allait investir. Bon, il y avait rien d'autre que quelque chose de professionnel. Moi, je pense qu'il était juste attiré par toi. Oui, mais en fait... Mais c'est un malade mental. Il suffisait que je sois seule avec lui. Qu'est-ce qu'il aurait fait, en fait? Puisque la personne s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas, l'identité est fausse. Ah, mais l'identité, son identité. C'est une fausse identité qu'il t'a donnée aussi? Bah oui. Genre un faux nom, faux prénom et tout. Chaud, avec une fausse carte d'identité. Ah oui. Mais tout était extrêmement tangible. Même les preuves de virement, c'était exceptionnel. J'ai envoyé au département compliance. Le mec, il faisait des faux dans tous les sens. Il faisait des faux dans tous les sens. Et donc, du coup, vu que dans le Bitcoin, enfin dans le mining, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas... Enfin, le moyen de nous scammer,
À la rigueur, j'aurais perdu ma trésor, j'aurais avancé à 1 million, j'aurais perdu de la trésor. Ok. Bien sûr. Mais de toute façon, tout ce qu'on allait produire, on allait le mettre dans notre toilette, il allait jamais toucher. De toute façon, tu n'allais rien lui donner sans qu'il te donne de l'argent. Exactement. Donc je pense que moi, c'était pas une arnaque financière. Non, c'était pas une arnaque financière, mais tu es en insécurité totale. Surtout quand tu m'as dit qu'il allait récupérer, qu'il allait l'école TT, machin et tout. Ça, c'est un peu des trucs obsessionnels de mecs pas bien qui harcèlent des meufs, quoi. Ouais, et donc il avait pisté, il avait des infos de moi qu'on pouvait pas trouver sur Internet d'ailleurs. Donc oui, la personne avait sûrement nourri une obsession malsaine. Non, mais clairement, clairement, je sais pas ce qu'il aurait fait si on avait été 2. Et donc, depuis ce jour-là... Tu as un seul moyen de le savoir, Sabrina. Rappelle-le, dis-lui, écoute. Et donc, un soir tu aussi, caches après, des caméras. J'ai reçu un message à une heure tardive où sûrement il était en état d'ébriété. Et là, quelques mois après, où il a dit « Ah, mais tu te serais rendu compte que si tu m'avais laissé du temps. » Et puis, je pense que il avait nourri une obsession... je sais pas comment, parce qu'en plus, je sais pas, il faut qu'il t'ait rencontré d'abord, parce que l'obsession, à la limite, c'était un personnage public, et qu'il y a plein de vidéos sur toi, je veux bien, mais là, c'est de nulle part. Enfin, non, je sais pas. Genre, il t'a peut-être croisé une fois dans une conférence, j'en sais rien, mais c'était absolument flippant. Non, et donc, du coup, j'ai complètement arrêté de poster sur LinkedIn. Là, je vais reprendre, mais ça m'a absolument traumatisée. J'en ai parlé à personne autour de moi parce que j'avais pas envie de les inquiéter. Mais du coup, je n'ai plus jamais rien posté et je n'ai plus rencontré physiquement de clients depuis cette histoire. Ah oui, carrément, ça t'a traumatisé. T'as cut LinkedIn. Plus jamais. J'ai cut LinkedIn. Tu m'as pas cut le business à cause de ça. Non, parce qu'en fait, tous mes. En fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais des clients. Je perdais beaucoup de temps parce que les clients n'étaient pas. Je perdais énormément de temps avec les clients issus de LinkedIn, de toute façon. Mais y a moyen avec de les perdre institutionnels, beaucoup de temps, c'était des contrats récurrents. Et puis à l'étranger surtout. Que finalement, la population française demandait énormément d'SAV, énormément de pédagogie. Le contexte s'y prête pas forcément parce que même les clients français qui s'intéressent au minage ou même à la crypto, t'en as plein qui investissent dans des filiales à l'étranger, quoi, et qui investissent pas via leur véhicule financier français. Donc ça me servait peu. Je voulais être une précurseur, je voulais être une bonne élève en implantant la boîte en France. Et finalement, administrativement, financièrement, non, mais la France c'est l'enfer. Il y a pas de mais tu sais que moi je suis au Luxembourg, c'est l'enfer aussi. C'est-à-dire que l'Europe de manière générale, la lourdeur administrative, légale, c'est un enfer. Là, on fait du staking, c'est-à-dire un des business les plus classiques en crypto. Des mois pour un compte bancaire, des mois pour... Et encore, j'ai mon compte bancaire parce que j'ai une banque privée, donc j'ai un mec qui peut appeler pour moi, tu vois, mais vraiment une galère pour voir les comptes, pour voir tous les trucs. En plus, maintenant, c'est encore plus l'enfer avec les PSAN, les MiCA, la réglementation européenne. Merci Aurore Laluc, elle a niqué tout le marché en Europe. Bravo, meuf. On est fiers de toi. Et oui, et on parlait justement du fait qu'il y avait une exode et que tout le monde se barrait dans les autres pays, notamment à Dubaï. La réglementation européenne pour les professionnels, c'est un enfer. Moi, j'aurais pas d'enfants, je me serais cassé. Je suis obligé avec mes enfants, mon ex-femme, machin, je te passe les détails, tu connais. Mais je serais parti. Vraiment, c'est tellement un enfer de faire du business. Et en fait, après, on s'étonne que tous les talents, tous les riches, tous les entrepreneurs partent ailleurs. Mais c'est normal. Le climat social, climat économique, tu te fais bombardé de taxes. Il y a du red tape, il y a de l'administratif de partout pour faire le moins de trucs. Tu veux faire un biz, tu as tellement de papiers à remplir. De légal, non, mais c'est un enfer la France, je suis d'accord. Et je t'assure, quand j'ai fait ce podcast, je me suis dit, mais si jamais il y a un politique ou quelqu'un qui a une quelconque influence ou une forme de pouvoir, ne serait-ce qu'il écoute il écoute des entrepreneurs parler des problématiques de la vie quotidienne. J'ai l'impression que le discours libéral, il monte. Alors, peut-être un petit peu teinté d'autres choses, mais je veux dire, tu vois les bullies, les Nicolas qui payent, les machins, tous ces trucs-là sur Twitter, ça explose le discours libéral. Oui. Pas que libéral, on va pas se mentir, mais bon. Oui, mais tout, c'est aussi le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol des gens qui participent le plus à la vie des gens qui contribuent le plus à la vie économique française. C'est le ras-le-bol là. Parce que souvent, on entend le ras-le-bol des gens... Le pourcentage des gens qui travaillent et qui payent pour tout le monde, il est hyper faible. Il est hyper faible. Les gens qui travaillent dans le privé, ils payent pour tous les fonctionnaires, ils payent pour tous les chômeurs, ils payent pour toutes les personnes âgées, les enfants, ils payent pour tout le monde littéralement. C'est peut-être 15% de la population, ils bossent pour tout le monde. Et souvent dans les médias, tu vas avoir les gilets jaunes où oui, on entend leurs plaintes parce qu'ils descendent dans la rue, etc. Mais en fait, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui se lèvent le matin, ceux qui ont la boule au ventre, ceux qui créent des emplois, c'est eux qui paient pour tout le monde et on ne les entend pas forcément. Ou quand on les entend sous le côté hyper successful, idéalisation, comment passer d'une start-up à une scale-up, comment tu as fait une licorne, etc. Et moi, je voulais prendre ces gens-là et leur dire, OK, assis-toi, parle des problèmes. Parle de toi en tant que citoyen, parle de toi en tant qu'homme, c'est quoi tes problématiques. Et c'était ça l'objectif du podcast. Très bien, je pense qu'on est en plein dedans actuellement. Là. Tu sais que la première question de mon podcast, du podcast, c'était qu'est-ce que tu aurais fait avec ces 500 millions ? Ah ! Qu'est-ce que j'aurais fait avec 500 millions ?
Alors, honnêtement, je pense pas grand-chose de plus que ce que je fais actuellement. Je veux pas dire que j'ai 500 millions du tout, mais je veux dire, en vrai, l'argent, une fois que tu achètes ta maison, peut-être tu achètes une voiture, tu fais quoi avec? Tu fais rien de plus, hein, tu payes l'école à tes enfants. Je trouve que la plus grosse différence financière, c'est quand tu passes de... Tu es obligé de travailler, parce que sinon, tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, à tu as les moyens de travailler que pour ce que tu veux, quand tu veux. Donc t'es pas forcément rentier, mais tu as assez d'argent, tu as au moins 3-4 ans d'argent de côté, et tu peux te dire, bon, bah, je fais ci, je fais ça. Là, tu as un vrai différentiel, parce que tu peux choisir de bosser pour des projets où tu as envie, tu peux choisir de te réorienter si tu as envie. Mais après, une fois que tu as assez d'argent pour, je sais pas, habiller tes enfants, les emmener à l'école, avoir une maison pour qu'ils aient chacun leur chambre et tout, le reste, je trouve, c'est de la branlette, hein. Tu peux partir à Dubaï, éclater des bouteilles de champagne, mais franchement, moi, je mettrais tout en action, hein. Tu me donnes 500 millions, je mets tout en crypto en action, hein, vraiment. Parce que moi, je me suis posé la Tout, question. je mets 495 en actions en crypto. Et puis 5 millions peut-être pour acheter une belle maison et faire des vacances, tu vois. Mais franchement, je mets tout en crypto. Qu'est-ce que tu fais avec? Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais en fait, quand tu as 500 millions, tu as deux grosses voies qui se présentent à toi. Même si tu es dans les trucs débiles, les escortes et la drogue, à 500 millions, qu'est-ce que tu vas faire? T'es en hôpital psychiatrique après 2 mois. Ouais, bah oui, tu peux pas tenir, c'est intenable comme rythme. Il n'y a rien, où tu peux dépenser des sommes pareilles. Des personnes que je connais, etc., qui ont vécu cette vie-là, qui ont brûlé cette vie de dépenses. Moi, j'en connais des potes qui sont là-dedans. Voilà, et finalement, ils reviennent à une vie normale après. Et c'est même pas par manque de moyens. Bon, déjà, ils ont perdu beaucoup d'argent. C'est nul. Mais ensuite, ils reviennent à la vie normale et ils disent, bon, bah, je suis content de l'avoir vécu, mais en fait, j'avais fantasmé cette vie-là. Et finalement, quand tu la vis, t'es un peu vide de l'intérieur. Non, mais oui, les trucs de boîte de nuit avec les sauts de champagne et tout, tu le fais 2 fois. T'es juste bourré. Comment il s'appelle l'américain là, avec des tout petits mollets, mais hyper musclé? C'est marrant, c'est pour frimer, mais ça, c'est de la merde. Comment il s'appelle? Ah, Dan Bilzerian. Bah lui, je veux pas être méchant, mais tu sens vraiment qu'il a des mommy issues et des daddy issues. Parce que pour t'entourer de 50 mannequins à faire genre, tu les baisses tous. Je vais me faire détester, mais j'avoue que je suis un mec. Envie de... Si j'étais un mec, j'avoue le kiff de réaliser ça ponctuellement, ok. Mais ponctuellement, on est d'accord. Ponctuellement, tous ceux qui l'ont vécu, en fait, ils se rendent compte on peut mettre une annonce. Un week-end, s'il y a 30 personnes qui veulent partir un week-end. Mais tout le temps, tu te dis, mais tu fais quoi? T'as même pas envie de leur parler aux meufs. Mais c'est même pas ça, c'est que c'est l'ego trip. Ok, j'ai assez de pouvoir pour acheter la présence du humain. J'ai assez de pouvoir pour acheter l'affection. Quand c'est à ce niveau-là, je trouve ça fait un peu pitié. Pour acheter le temps de toutes les femmes, de toutes ces femmes belles qui sont autour de moi. Donc c'est même pas les femmes en elles-mêmes que t'achètes, c'est ce substitut de. Non, mais je suis d'accord. À un certain niveau, je trouve ça fait un peu pitié, mais peut-être c'est moi qui suis old school. Ça fait hyper pitié. Je comprends ceux qui l'ont jamais vécu, qui veulent le vivre, mais en fait. Bon, encore t'es polygame, t'as 6 femmes, 6 maisons, je veux bien, tu vois. Non, mais au bout d'un moment, les 6 elles t'emmerdent aussi, donc. Elles t'emmerdent tout le temps, même quand on est qu'une. Le choix que toi dans une ou dans 6, c'est pareil. C'est pareil. À partir du moment où tu les vois régulièrement, c'est les mêmes emmerdes, mais fois 6, quoi. Et en fait, je disais, t'as 2 choix qui s'offrent à toi si t'as 500 millions. C'est le côté, tu t'affranchis de tout. Franchement, le truc de toutes les règles du monde. Tu t'affranchis de. Ah oui, non, mais ça, c'est nul. Enfin, mon opinion, chacun fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, moi, ça crie. Pour moi, ça crie que le mec, il veut prouver, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire... complètement. Mais de toute façon, quelqu'un qui achète la présence d'autres personnes, parce que c'est de l'achat, c'est du transactionnel. Les filles, elles sont pas là parce que t'es hyper marrant. Les filles, elles sont là parce que t'as une piscine. Les filles, elles sont là parce que t'as un jet privé. Oui, parce que du coup, elles vont faire une photo dans ton jet privé. Peut-être pas que tu les payes directement, mais il y a un lifestyle. Tu fournis un lifestyle. De toute façon, je m'en doute, mais même si tu les payais pas, tu dis, il y a une maison gratos, venez vous amuser à des gens qui viennent. Et elles, du coup, elles vont faire une photo grâce à ta maison qui vont lui permettre de trouver un autre sugar daddy. Et en fait, cette triste réalité-là, et à partir du moment... Ça, c'est triste. Est-ce que c'est triste? Écoute, si les deux... mais c'est vrai. Si les deux gens de la transaction sont heureux, Psartec pour vous, on est content pour vous. La récurrence de ce trip-là, acheter la présence... Les femmes sont très belles, je ne dis pas du tout, mais acheter la présence d'humains, en fait, par ce que tu apportes matériellement, dans tous les cas, si tu aimes ça, c'est que, comme tu l'as dit, il y a un daddy issues hyper fort. Parce que en tout cas, lui, ça crie parce que c'est too much. Je veux dire, il veut vraiment montrer que, voilà, regardez, j'ai des meufs. Ça donne vraiment cette impression. Après, il a tous ses followers grâce à ça, donc c'est son business. C'est pas faux, oui, c'est devenu son business. Mais c'est vrai que quand je vois, et notamment, on le voit aussi beaucoup à l'international, dans la crypto, le mec, il est nul au poker, il fait croire qu'il a gagné ses sous au poker. En fait, on sait très bien, c'est son père qui a fait des détournements de fonds de centaines de millions de dollars. Et il vient de là, l'argent. Il fait croire qu'il a gagné au poker, il est nul au poker, le mec. Vraiment, il est nul à chier au poker.
Si tu le regardes jouer une fois, tu sais que c'est pas du poker qu'il a gagné son argent. Non, mais même en jouant avec des t'en as milliardaires. d'autres aussi, des influenceurs francophones et qui font ça. Vas-y, balance sur des qui, sujets. Sabrina qui Et non, je tiens à ma vie. Je tiens à ma vie. Il y a assez d'insécurité en France pour pas que je me mette en danger toute seule. Ah oui, toi, tu les balances pas, les scammers de Dubaï, tout ça? Non, c'est pas des scammers du tout. Ah. Non, je te disais, c'est des gens qui font semblant. Ah, qui s'affichent. Qui font semblant d'avoir. Darkemy, il fait genre, il a la d'avoir belle créé, vie, il est rigolo. créé leur il a fortune, du mais c'est succès. papa et maman qui l'ont fait. Et moi, j'ai rien contre le fait. Qui, tu Non, mais en plus, m'intéresses. c'est pas des gens de notre écosystème du Ah, tout. je les connais Ah pas. non, c'est pas des gens de notre écosystème. C'est des gens connus en France Ah qui ouais, disent bah, je qu'ils ont connais des pas. business, mais en fait, pas du tout. C'est l'argent de papa et maman. Il y a Ah rien de bon mal à ça. Ça va. J'espère que mes enfants auront mon argent et vivront dans le. Ouais, bah, ils diront que. dans l'opulence Voilà. grâce à moi. Mais. Tu me diras en off, alors, j'espère. Oui, bien sûr. Ça, je les trash après la prochaine Fais fois. que je attention, suis bonjour, écoute, cher. Avec ton quoi? Parce que je vois que tu as bougé ton micro. Ouais, mais parce que le micro, il tombe Je sur t'ai moi dit, non-stop. l'équipement ici, fais attention. Ouais, bah, je sens que c'est un peu la galère. Mais après, Sabrina, c'est difficile pour elle. Comme elle le dit, elle a grandi en banlieue. Vous voyez bien que elle essaye de s'en sortir. Ouais, elle a trouvé des micros sur eBay. C'est dur, donc on va pas critiquer le matériel. On accepte les conditions du tournage. Parce que sinon, ça serait la renvoyer à ses origines. Et ça, en 2025, c'est raciste, vraiment. L'influenceur pour recevoir des dons. Oui, je sais ce que je disais, l'influenceur. Ah oui, non, mais c'est une misquine. C'est-à-dire, il disait pas, il disait non, mais c'est dur, on travaille beaucoup, moi aussi, on gagne presque rien. C'est dur, je travaille Tu vois. beaucoup. J'accepte des tickets resto, j'accepte les dons Ah, il sur disait TikTok. pas ça, j'ai vu, mais tu vois, il paraît-il, faisait que tu peux vraiment le. accepter des choses aussi sur TikTok, de Sérieux l'argent. Attends, il a un problème, lui. Attends. Ouais, bon, c'est pas grave, vas-y, j'arrête de le toucher. Ouais, tu sais que notre amitié peut se rompre d'ici si tu. Ouais, dès que les micros sont coupés, on fait semblant d'être potes. Non, Elle mais part, si- moi je rentre, c'est Si fini. tu hein. casses l'équipement, il n'y a plus de. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Et non, je sais plus ce que je disais. Et donc, parce que je vais avoir ton opinion aussi dessus. Ah, vas-y. Donc, juste pour repartir des 500 millions, et je me suis imaginé le scénario. Toi, tu fais quoi avec 500 millions? 500 T'as déjà dû millions, en répondre fait, dans tous les autres trucs. Deux schémas. Tu vas pas me dire, tu vas sauver les enfants. C'est beau, Alors, ça. non, pas dire. Non. Enfin, si, je peux. Quand même, je t'en peux. sauves un ou deux, histoire de. Non, mais- Première chose, tu vis en autarcie totale, tu t'affranchis de toute règle politique, financière, etc. T'achètes une île, tu fais ce que tu veux. Après, tu peux déjà, quand t'achètes t'as de des l'argent, tu baraques peux un peu ouvrir partout ta dans le monde. gueule, dire ce que tu veux. Moi, j'ai Non, déjà mais- l'impression d'y être juste déjà quand t'es pas en CDI et que t'as pas. Non, mais avoir la vraie puissance de la fuck you money où t'enrichis tout le monde autour de toi, tu vis complètement en Après, est-ce autarcie, que c'est t'achètes bien ton île, d'enrichir etc. les gens autour de toi? Je Oui, suis moi pas convaincu. j'enrichis les gens autour de moi. Ok, on Ah va oui, être potes. Non, mais Sabrina. c'est hyper important parce que pour pas te déconnecter de tes racines, c'est vrai qu'au bout d'un moment, financièrement, quand il y a un fossé, moi je préfère donner Je sais et pas. enrichir tous les gens autour de moi. Ça dépend, moi, dans mes meilleurs potes, j'ai des gens qui ont de l'argent et j'en ai qui n'en ont pas du tout. Mais tu moi vois. aussi. Il y a des gens très riches comme Ice Tech Capital que tout le monde connaît, tu vois. Puis il y a des gens, ils sont normaux. Enfin, tu vois, ils gagnent leur Oui, mais 2000 balles complètement. par Mais mois. quand tu as passé un certain stade de richesse, je trouve que c'est un peu aussi dans ton devoir d'en faire bénéficier tes proches. De temps en temps, au Ne resto, serait-ce tu que te dis, pour allez, la gommer le gap. bouteille, elle est pour moi, les gars. Mais non. Voilà. Ou sinon, il y a ce schéma-là où tu vis en autarcie, tu kiffes, tu t'affranchis de Ouais. tout. Et il y a l'autre schéma où tu as de l'argent, donc tu as un vrai pouvoir d'influence et tu peux influencer Ah, la en mode politique. Alastéra un peu. En mode Alastair. Et Ah moi, ouais, lui, il est franchement, je motivé, pense quand qu'à même. des moments de ma vie, j'aurais alterné Ah, tu ferais fuck you ça. money. Et oui, complètement. Essayer Ok. d'influencer le système en place. Donc, créer des instances de lobbying, prendre part, Ah ouais, mais absorber faut des être sociétés. super pour, motivé. ah faut oui, être super t'absorbes motivé. des sociétés en fonction des opinions. Moi, je t'avoue, politiques juste que ouvrir tu- ma gueule sur Twitter, ça me suffit. Je vais pas Non, moi, mettre de j'aurais- l'argent dans essayer d'influencer Si, les gens non plus. mettre de l'argent pour essayer de. Moi, les gens Non, c'est critiquent ambitieux beaucoup de les ta part, hein. milliardaires qui veulent influencer le pouvoir en place. Ah, moi, Mais en je fait, critique c'est pas ça, du tout. hein. C'est L'État. c'est la dynamique sociale. Quand tu crois en des valeurs et que tu as le pouvoir pour En plus, influencer on le système en place, emmerde tu le ce fais. terrain pour quelques millions d'influences, alors que l'État et le système global de l'État, c'est des milliards Non, mais surtout d'influences, qu'on reproche. d'associations payées. Moi, je connais des associations où les gens travaillent, ils font que de la propagande à extrême gauche à longueur de journée. Ils font à chaque fois des manifestations, des machins. Tout leur boulot, c'est ça. C'est une association, je sais plus, de promotion de l'art ou quoi. Ils sont payés que par des fonds publics, régions, État, machin. Ils font que de la propagande tout le temps. Ils choisissent les artistes parce que, genre, ils ont des. Tu vois, genre, c'est bien ce qu'il fait, mais c'est tout politique. Tous leurs choix, ils sont politiques. Ils sont pas fonctionnaires, mais ils sont payés. Et moi, je suis que de pas- subventions, Moi, je quoi. suis. C'est un délire. Enfin, il y a une partie de la mentalité d'aujourd'hui qui est de vouloir réclamer, de vouloir bouger le système en place Ouais. par la révolte, par Non, là on voit flemme, par les les, gars. par les grèves, par la révolte, par aller dehors, par bloquer le système. Alors que non, en fait, le pouvoir, Ouais. ça s'acquiert, le pouvoir, ça s'arrache si tu es un activiste violent, et le pouvoir, ça se mérite. Donc c'est essayer de pénétrer dans les instances politiques, c'est essayer de faire de grandes choses, essayer de s'enrichir pour changer le système en place. Et surtout pas à la française aller dans la rue pour réclamer. Ah, bah oui. C'est la chaîne alimentaire inversée en fait en France. Non, mais moi, ceux j'aime qui j'aime contribuent pas le moins au réclamer système en aussi, place,
ils veulent le plus, ils réclament le plus. Mais t'as des gens, ils sont un peu martyrs, ils sont prêts aussi à se sacrifier eux-mêmes pour leurs idéaux politiques. Moi, pas du tout. Moi, je me suis cassé de France et le jour où l'Europe c'est trop pourri, je repars à Dubaï. Tu vois. Oui, mais je suis jamais allé à Dubaï. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. on va valoriser plus les gens qui vont bloquer un système en place plutôt que ceux qui vont essayer de le changer de l'intérieur, qui vont travailler pour, qui vont pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, la création d'un système. Si tu veux changer le système, soit tu fais un putsch politique, soit tu rentres dans les instances qui ont le plus d'influence et tu fais en sorte de faire rentrer tes pairs ou d'avoir assez de pouvoir. Et le pouvoir, tu l'as. Moi, j'ai l'impression que la démocratie, ça évolue inexorablement vers de la merde, mais peut-être un peu pessimiste quand je dis ça. Non, mais il y a des dictatures aussi qui sont hyper saines. Attention, il y a plein de dictatures qui sont malsaines aussi. Il faut le préciser aussi, tu vois. Complètement, mais c'est qu'on veut. On a idéalisé. Moi, je commence à idéaliser le régime des micro-dictatures, c'est-à-dire des tout petits États. Pour moi, c'est très important que ce soit un tout petit État, une dictature. Pourquoi ? Alors, tu vas me dire, l'Irak, c'était pas si petit, ceci. Parce que plus c'est petit, plus tu as la possibilité de prendre ta voiture et te barrer. Oui. C'est pour ça que s'il y a un petit truc comme Andorre, comme Dubaï, comme machin, c'est un tout petit endroit. Ok, c'est une dictature. T'es pas content, tu prends ta voiture, tu fais 50 km et t'es sorti de cette dictature. Les citoyens sont donc heureux du coup, il n'y a pas le danger. T'es pas bloqué à l'intérieur. Voilà. Mais quand c'est un gros État, genre mettons la Russie, là, la dictature, elle est problématique parce que tu peux juste pas partir. T'es dans un État immense. Moi, à ta place, je ne critiquerai pas la Russie puisque tu parles de l'insécurité en France, mais je n'irai pas à ta place critiquer Poutine, quoi. Ah oui, t'as peur de Poutine, ça rigole pas. Salut Poutine, Slava ukrainien. Non, mais juste genre, l'Occident idéalise la démocratie, il va imposer la démocratie absolument partout. Et quand on voit comment les politiques d'aujourd'hui sont corrompus Moi, je redescends de la démocratie. C'est marrant, c'est que j'étais un croyant de l'Europe et de la démocratie. Alors, j'ai toujours été libéral, mais je me disais... la démocratie, ça évite les dictatures. Je suis d'accord, il y a de plus en plus de contrôle, il y a de plus en plus de machin. Les libertés individuelles, c'est de plus en le plus contrôle des échanges. Ce que je trouve drôle, c'est que je trouve que la gauche est de plus en plus fasciste. Elle veut tout contrôler, elle veut tout machin. Alors tu vas me dire, là, Macron, c'est pas la gauche, mais tout est une question de point de vue. Parce que je rappelle qu'en France, même là, aujourd'hui, on va dire c'est le centre, c'est Macron, etc. Mais c'est le niveau de prélèvement le plus élevé du monde. Exactement. Il y a genre 57% ou 53% du GDP qui va dans les finances publiques. Quasiment tout est taxé en France. Et on est premier du monde, on est devant la Corée du Nord, pas devant la Corée du Nord, on est devant Cuba, c'est Cuba l'exemple. Et en fait, on est un des pays les plus socialistes, communistes du monde. En Chine, il y a beaucoup de moins d'impôts. C'est beaucoup plus libéral économiquement actuellement de faire un bise en Chine qu'en France, c'est dingue. Non, mais c'est pas du socialisme pour moi. Le socialisme, c'est... Pour moi, si, mais ça a un débat de définition après. Chacun entend ce qu'il veut dans la définition. Je suis un peu dans l'extrême, mais pour moi, c'est l'assistanat global. En fait, quand on c'est ça le socialisme. Enfin, j'en sais rien, c'est un débat. Non, parce que quand on offre... Comment dire, un peu d'assistanat, c'est pas mal. Tu vas pas laisser mourir les gens dans la rue. La logique d'entraide, la logique d'aider ceux qui sont dans le besoin, la logique d'aider ceux qui sont nécessiteux, c'est absolument indispensable pour le bien d'une communauté. Mais en France, on envoie le message à travers une taxation qui est disproportionnée. Le message, c'est on va ponctionner ceux qui travaillent le plus, ceux qui méritent le plus, ceux qui contribuent le plus au pays. On va les ponctionner. C'est vrai. Ceux qui... Parce qu'il y a une hiérarchie sociale. Le monde, il y a une hiérarchie sociale. C'est un peu vrai, mais je trouve qu'on oublie aussi que les travailleurs pauvres, ils se font matraquer aussi. Ils se font matraquer aussi. C'est pas que les gens qui gagnent 5 000 euros, 6 000 euros. Tu gagnes 2 000 euros, 1 500 euros, tu te fais matraquer aussi d'impôts. Complètement. Mais le message, c'est plus tu vas contribuer à la vie économique du pays, plus tu vas être ponctionné. Et après on en parle beaucoup, et ils sont surreprésentés dans les médias, etc. Mais ceux qui, à contrario, contribuent le moins au pays, vont, paradoxalement, percevoir le plus. Et quand je dis ceux qui contribuent le moins, c'est pas la veuve et l'orphelin, c'est pas les malades, c'est pas les handicapés, c'est les autres qui sont en capacité de travailler, mais qui ne le font pas. Et là, pourtant, on voit des SDF dans la rue, on voit des mères célibataires qui sont dans la rue, etc. Enfin, il y a un espèce de déséquilibre dans ce que l'État ponctionne aux autres et comment il le redistribue. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'il y a une révolte. Yes. Bon, il est temps de poser les questions que je pose à chaque fin d'interview. Un livre, film ou œuvre qui t'a changé? Si, moi, il y a un livre qui m'a changé et que j'ai trouvé incroyable. Je ne sais pas s'il m'a changé, mais c'est Le Jeune Égoïste de Richard Dawkins. Je l'ai pris par hasard à une librairie quand j'avais, 18, 20 ans. Et je l'ai lu pendant les vacances. C'est incroyable. En fait, ça te dit... Évidemment, moi, je suis... Alors, sans parler trop de spiritualité, je suis un croyant qu'on est des machines biologiques. Donc, tu vois, on a un assemblage de petites machines minuscules et tout. Et tu vois, il y a plein de questions que je me posais en tant qu'être humain.
sais pas, par exemple, pourquoi je vois qu'il y a des différences entre moi et les femmes, sans méchanceté, hein, mais tu vois, par exemple, je voyais quand j'avais une copine, même quand on était différents, pourquoi il y a des différences entre les humains, pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça, pourquoi on est attiré par ça. Et je trouve que ce livre m'a donné un peu toutes les réponses, parce qu'en fait, qui est le créateur de ce qu'on est? Même s'il y a un créateur divin, il a créé l'ADN, il a créé les premières cellules, il a créé l'évolution. Donc, si tu veux savoir pourquoi on réagit d'une certaine manière, pourquoi les hommes, ils sont par exemple, on va dire, obsédés sexuellement, pourquoi plein de choses, bah, en fait, c'est dans notre histoire biologique. Et ce livre, il est fascinant parce qu'il te raconte t'as plein de choses. Pourquoi les espèces, elles ont une certaine durée de vie, etc. Et je suis passionné de biologie depuis ce truc-là et de plein de domaines. Mais ouais, ce livre, vraiment, il m'a renversé. Puis je trouve que l'auteur, Richard Dawkins, il écrit trop bien, il passe trop bien ses idées, c'est trop clair. Tu vois, toutes les différences entre les hommes et les femmes, elles viennent très clairement de l'évolution, il n'y a aucun doute. Mais L'homme est une machine à prendre des risques, là où la femme est une machine à éviter les risques. Même si, comme dans toutes les règles, il y a des exceptions. non, mais C'est ce que nous dit la biologie. En fait, oui, anthropologiquement, c'est comme ça, et on va se faire laminer, je pense, sur les réseaux. Mais anthropologiquement, c'est Non. vrai qu'on est beaucoup plus codifié avec ces tendances-là. Mais la manière dont on est élevé, Ah bah, surtout à évidemment l'accidental, qu'elle joue, bien sûr. vient corrompre un peu la génétique. Mais totalement. Et en fait, ce que j'apprécie pas aussi, c'est qu'on veut aujourd'hui absolument gommer les différences. Exactement. On veut l'égalité, mais il n'y a pas d'égalité à avoir. Il y a une complémentarité. Mais Tout le monde est différent. Déjà, entre frères, on est différents. Penser que chaque être humain est exactement identique, ce qu'il faut dire, c'est pas qu'il n'y a pas de différence et qu'on est tous totalement égaux et similaires. Non, on doit être égaux. Non, on est tous égaux différents, en droit, mais on n'est pas on doit tous être égaux. On n'est pas biologiquement Et surtout, il égaux. faut dire s'il y a des différences. Qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes, ça ne veut pas dire que les femmes, elles doivent avoir moins de droits. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être moins bien traitées. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une excuse pour traiter les gens comme inférieurs. Oui, et les différences, elles sont négatives, elles sont positives. Il y a des trucs où on est meilleur, il y a des trucs où vous êtes meilleur. Non, mais complètement. Et On n'a pas le même cerveau, on n'a pas le même corps. Voilà. On crie à l'égalité en voulant gommer toute différence alors qu'il faut les célébrer déjà. Et aujourd'hui, on a tendance à oublier qu'on est, on est des animaux, on a des codes génétiques et on va absolument Même les gommer. notre cerveau, il est radicalement... Enfin, il est très différent entre les hommes et les femmes. Oui, mais bien sûr. La décision la plus dure de ta carrière, sans transition. Putain, j'hésite. Ça me vient pas à l'esprit tout de suite. Next, la chose qui t'obsède le plus en ce moment. Ah Bah, mais avec j'ai du mal, moi. Je sais ta pas, boîte de les stacking. sous, ma boîte. Mais ça Non, mais les m'obsède sous pas. en général. En vrai, non, le Regarde, truc qui m'obsède le plus, c'est les jeux vidéo, même en ce moment. bah, tout ça, le temps. c'est super. Tout le temps Quel dans ma jeu vie. Là, en ce moment, je joue à un truc bizarre, C'est Dead quoi in Vinland. Ok. C'est des vikings. Et toutes les 2-3 Moi, semaines, j'ai un nouveau jeu qui est une nouvelle toute ma obsession. jeunesse et une gameuse. J'avais Moi, je suis toujours un pas de vie hardcore sociale. gamer, hein, j'abuse. Et je passais 14 heures par jour à jouer, ouais. Ah, sérieux? Tu Ah joues oui, à quoi? oui. Ah non, mais moi, je joues à crée quoi? des mondes. Tu crées des mondes? Ah oui, je crée des mondes, mais que ce soit sur Sims ou Ah les jeux oui, vidéo tu faisais ta classiques, foot, ville voiture, dans le Sims. Sims, foot, c'était voiture, marrant. Hein. Ok. Sims ou les dieux de l'Olympe. En fait, j'avais pas de vie Ouais, sociale les dieux avec de l'Olympe, les humains. c'est un genre de SimCity, ouais, je vois. Voilà, et donc je crée ma ouais. cité Oh, Sabrina, t'étais une et ma vie geekos. sociale. Ah oui. Et Donc visiblement, on part de geekos et on devient un gros facho après, c'est ça, Sabrina? mais pourquoi gros Je facho? rigole. Mais pourquoi- Bah oui, pourquoi justement. est-ce que tu me Non, mets mais dans la sauce c'est une avec blague. toi Effectivement, les gens d'extrême gauche, ils vont dire que les gens de libéraux, ils sont des fachos. Tout le Or monde, qu'en vrai, les gens de le gauche disent que les libéralisme, c'est l'inverse capitalistes du sont de fascisme. droite, mais pas du Tu tout, fais ce bien que sûr, tu veux. bien sûr. Tu peux aller prendre des drogues, tu peux aller te faire... voilà, tu peux être bisexuel. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, tu vois. Oui. Et je trouve que Dubaï, c'est l'exemple de cette liberté. Avec la drogue, ils ont un problème. Mais bon, on va pas partir... Je pense qu'avec la drogue, ils sont pas trop tolérants. C'est le seul Non, ils défaut. sont absolument pas tolérants. Mais il faut voir que c'est un des pays les plus tolérants du Golfe. C'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire que dans les Émirats, c'est le top. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, ouais, l'homosexualité, là-bas, elle est plus ou moins tolérée. Si tu Elle est t'affiches pas complètement publiquement. tolérée. Elle est totalement tolérée. C'est un paradis pour les homosexuels du monde musulman qui Parce sont que qui sont opprimés dans leur pays. c'est occidentalisé, Dubaï. Bah oui. Donc, et quand vous sortez à Dubaï, c'est même les tenues des femmes, c'est indécent parce qu'il y a le. Il faut les T'as décembre, on aime bien, on valide. Voilà. Pardon, je veux Non, mais dire. il y a 8% d'Émiratis. Je trouve Après, ça vous très avez raciste toute la- de ta part de dire que les burkas, c'est indécent. Je sais qu'il y a des choses qui te déplaisent. Je sais que tu aimes Non. Non, que les mais- femmes vivent à découvert. Non, mais c'est complètement occidentalisé. Non, moi, en vrai, j'ai rien contre le voile, hein, mais vraiment. Mais bon, on s'en Non, fout. mais pas du tout. Je te disais que justement, tu étais pour le. Chacun s'habille comme il veut, on s'en fout. Complètement. On en était à où? Même si on apprécie les belles tenues, quand même. Non, mais je hein, sais. voilà. Donc, non, mais à Dubaï, allez à DCC, vous allez voir des femmes en cache-téton à partir de 20h.
En cache-téton? Ah oui, elles sont très très peu habillées. Un des fléaux de Dubaï, le seul fléau, c'est que... C'est la prostitution. Alors pour certains, c'est un fléau, pour d'autres, c'est un blessing. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, c'est abusé, je suis d'accord. Non, à Dubaï, c'est abusé. En fait, à Dubaï, c'est... J'ai un pote qui a vécu 15 ans à Pattaya ou 20 ans. Il dit Dubaï, c'est le Pattaya des riches, quoi. Et Dubaï, c'est le Pattaya des riches. C'est 2000 € la nuit, oui, c'est le Pattaya des riches. T'es bien informé, Sabrina. Mais j'ai vécu à Dubaï. Oui, pardon. J'ai été tu fais les métiers que tu voulais. Ça, on est hyper tolérant. C'est un podcast d'ouverture d'esprit. Complètement. Non, mais j'étais la première, et elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Mais j'étais la première spectatrice et actrice du système. Oui. Pourquoi ? Parce que quand je vais à Dubaï, les gens, ils te prennent. Il y a beaucoup d'escortes à Dubaï qui sont des francophones. Bien sûr. Beaucoup issus. Vous avez des Russes. Bien sûr. Vous avez les Philippines, les Malaisiennes. Et je vais être détestée pour ce que je dis, mais il y a beaucoup de Maghrébines francophones à Dubaï qui vont se prostituer là-bas. Il y a des blanches aussi. Alors, je vais donner. Ouais, mais non, c'est pas. C'est les francophones, Européennes, après, peut-être d'origine caucasiennes, c'est souvent des Russes. Voilà, parce que tu vas avoir, ça va être des francophones françaises, vraiment nées en France. C'est vrai. Mais voilà. Qui parlent arabe, etc. Donc elles vont là-bas. Et souvent les caucasiennes, ça va être des Russes, etc. Effectivement, c'est un bonus si tu peux parler la langue voilà, locale, donc c'est leur avantage concurrentiel. Mais moi qui ai le même Quel était ton avantage concurrentiel, Sabrina ? Moi qui ai le même... Alors, je n'ai pas leur beauté, mais je suis francophone, je suis brune, on a les mêmes sacs à main, on a approximativement les mêmes robes. Et donc même, j'allais en soirée, et même quand j'allais dans les beach clubs, je faisais, même quand j'avais terminé ma journée de travail, où j'avais pas envie d'envoyer des mails, le week-end, je me baladais avec mon Mac juste pour montrer, je ne suis pas à la recherche d'un partenaire, d'un binôme. Avec ton Mac ? Mais bien sûr. Ah, ton Macintosh. Je rigole, merci, continue. Putain, c'est pas mal, c'est comme si j'étais là avec mon PC, je faisais semblant d'envoyer des mails, même quand j'avais fini ma journée de travail, juste pour envoyer le signal, je suis à la quête de personne. Parce que tu peux pas condamner un homme non, mais de à Dubaï, penser je sais que tous mes potes qui vivent là-bas trop, ils disent c'est l'enfer parce que tu ne peux pas non rencontrer... seulement, je pense que pour une femme, tu as le problème comme ça, c'est hyper... mais aussi pour les hommes. C'est-à-dire le mec qui va rencontrer une petite amie normale, c'est un enfer. Parce des filles, et donc moi, j'allais dans les beaux hôtels, etc. Je prenais ma chambre, on me demandait au nom de qui ? Bah non, c'est mon nom, c'est celui qui a marqué sur le passeport. Comme les... Bah oui, et je dis, parce qu'en fait, c'est tellement courant. Toutes les femmes qui vont là-bas... pas toutes, j'imagine. Non, pas toutes, mais en fait, il y en a tellement. Non, mais il y en a beaucoup. On peut pas en vouloir au stade d'un hôtel. En vrai, personne le dit, mais c'est une réalité. Hein. Mais oui, c'est une réalité. Et c'est horrible les gens de disent dire pas, ça. Hein, mais non, mais c'est comme les agents immobiliers à Dubaï. Je suis désolée. Mais après, 90% des agents immobiliers. C'est du consentement mutuel. C'est des filles qui travaillent, elles font ce qu'elles veulent. Mais elles font ce et qu'elles les veulent. gens, donc voilà, moi, après chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je trouve que c'est un signe de liberté. En France, ce genre de truc, c'est interdit. Non, c'est un signe de liberté. Moi, pour moi, c'est un signe de liberté. En France, c'est interdit, ce genre de choses. Non, mais pour moi, ça devrait être dépénalisé parce que les hommes en ont besoin. Et même des femmes aiment en vivre. Ok, Sabrina qui l'a dit. Mais ça doit être dépénalisé. La prostitution doit être... Non, mais c'est quoi ? Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu vas en Suisse, tu vas en Belgique. Je suis d'accord avec toi. T'as des femmes qui... Alors, et c'est toutes les féministes vénères qui veulent interdire tous les trucs. Là, par exemple, je sais plus, j'ai vu Aurore Berger l'autre jour, elle a fait une sortie. Oui, il y a des salons de massage, je sais pas quoi, à Paris. Non, mais les salons. Non, mais à partir du moment où c'est pénalisé, quand c'est pénalisé, t'as un marché secondaire où t'as tous les abus. Où t'as tous les abus, exactement. Des femmes qui sont exactement. C'est comme la prohibition sur le vin. Comme tu auras toujours des consommateurs. Si tu interdis la chose, tu as tous les marchés criminels qui s'en emparent. Ça fait juste du crédit, du chiffre d'affaires pour les mafias. Il faut être débile pour pas le comprendre. Et c'est exactement le même phénomène que la prohibition. La criminalité s'est jamais aussi bien portée que pendant l'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Et donc en fait là, ils se sont rendus compte à Paris que dans beaucoup de salons de massage, asiatiques notamment, t'avais de la prostitution. Bon, ils ont dupliqué aussi le modèle de Dubaï où tous les salons de massage sont avec... tu connais vachement bien ça. J'ai habité là-bas et donc au salon de massage. Comment j'ai découvert ? Je veux me faire masser à Dubaï. Je vais sur Insta, je tape salon de massage classique. Je tombe sur un salon de massage, j'envoie un message, je demande les disponibilités. On me dit mais quelle femme vous choisissez ? J'ai pas trop compris la question. Je me suis dit une femme. Mais comme on demande au salon de coiffeur à Paris, quelle femme vous choisissez ? Si t'es inhabituée, il y a pas de problème. Donc moi je dis non, celle de disponible. Et comme quelques minutes avant, mec en soirée, il finit avec n'importe quelle meuf disponible. Quoi. Et là, on me dit, mais est-ce que vous êtes un homme ? Et je dis, non. Est-ce que vous commandez pour votre petit copain ou votre ami ? Ah, ils disent ça ? Bah oui. Et moi, j'ai dit, parce que sur ma photo WhatsApp, je suis une femme. Et donc, mais il te dit, tu commandes pour ton petit copain ? Oui, ou pour un ami.
Et genre, je dis, non, mais il est c'est spécial, pas le un salon de massage massage. duo. Non, mais C'est-à-dire, regarde, elle se dit même la pas que naïveté, juste tu veux te faire masser. la naïveté jusqu'au Mais bout. ça avait l'air d'un truc, parce que peut-être, je sais Pas pas, du tout. il y a... Non, mais à Dubaï, même il y a plein dans les très grands hôtels, tu as surplus et donc tu as des salons de massage où c'est en bonus. Donc si tu le réclames pas, tu l'as pas, mais t'en as, c'est automatique. Et donc je vous donne un cheat code. Si vous voyez des femmes extrêmement belles dans des positions plutôt lascives, tu prends des risques, toi, dans tes podcasts. Non, mais dans des positions lascives sur Instagram, à Dubaï, dans des salons de massage, c'est pas des salons de massage. Et donc finalement, évidemment, elles m'ont décommandé puisque je ne voulais que me faire masser, ça les Sabrina, intéressait pas. Sabrina, les bons plans de Dubaï et comment faire des économies. Et donc oui, tu as des salons normaux, puis après j'ai pu me faire masser. Mais souvent, quand tu as des noms du genre, je sais pas, VIP, 6 mains, hot quelque chose, ça sous-entend dès qu'il y a un mot-clé... il y a un mot-clé. Il y a un cheat code. Donc ne vous faites pas avoir comme moi. Les pauvres, t'imagines le mec qui veut se faire masser normal, il tombe sur une escorte, quoi. Oh là là. Mais généralement, elles sont très belles. Elles sont très belles. Et donc, je ne sais plus ce qu'on disait, on parlait du fléau de Dubaï, oui, les escortes, etc. Bah, c'est un fléau, oui et non, mais il y en a beaucoup, hein, c'est un enfer. Non, mais la population tu t'en rends compte quand tu passes dans les lobbies d'hôtel, en fait. Mais c'est un Au enfer. début, tu peux juste te dire, ah, c'est marrant, pourquoi il y a 50 meufs qui attendent dans le lobby, quoi. En fait, une fois que tu as compris, tu fais OK. Et c'est un enfer. Et en plus, la population qui est là-bas, c'est pas une population pour laquelle, entre guillemets, j'ai une empathie, où elles sont réduites en esclaves par un Mac, etc. Non, c'est des paresseuses d'Europe. Oui. Ah oui, on est d'accord. Juste... Non, mais j'ai cru que tu allais dire les pauvres, elles sont exploiteurs. Non, pas du tout. C'est des meufs, elles prennent l'argent En fait, facile. c'était des michtos à Paris. Elles se sont dit, bah non, en fait, je vais devenir escorte à Dubaï. Voilà, c'est l'évolution de carrière, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, oui, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tant que femme, et en tant que j'espère future mère, pour moi, c'est un fléau. Parce que tu voudrais pas que ta fille fasse ça, quoi. Non, mais je me dis maintenant, les jeunes filles avec OnlyFans, etc., quand elles vieillissent, aux États-Unis, il y avait une data. OnlyFans, attends, je m'excuse, OnlyFans, la meuf, la terre entière voit ses organes génitaux, des fois pour 50 balles. Alors que la meuf de Dubaï, personne ne sait qu'elle a fait ça. Elle peut juste dire, ah, j'ai voyagé, j'étais à Bali, je faisais du surf. Mais est-ce que c'est plus noble parce que personne ne le sait? C'est ça le sujet. C'est pas plus noble parce que personne ne le sait. Bah, c'est pas plus noble, mais au moins, elle n'est pas affichée. Elle n'est pas affichée pour le reste de sa vie sur Internet. Mais tu vois, moi, je préfère au moins une femme qui assume plutôt que celle, et surtout la plupart disent, ah maintenant, je sais pas, elles sortent des, oui, je suis DJ, oui, je suis agent immobilier. En couverture. Je suis avocate. Oui, feindre un diplôme d'avocat, feindre d'avoir passé le barreau quand t'escortes, c'est un peu compliqué. Mais il y en a qui sont très... Je n'insulte pas du tout leur intelligence. J'insulte juste le fait parce qu'il y en a qui sont brillantes. Mais c'est que moi, après, ça m'inquiète pour les générations si elles futures. l'assument pas non plus, c'est aussi parce qu'elles sont jugées socialement. Donc si la société les juge plus, elles pourraient assumer... Mais depuis la nuit des temps, le fait de donner son corps... corps... Moi, j'ai une théorie, c'est que les gens qui jugent le plus les femmes qui font ce genre de choses, c'est les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est les femmes elles-mêmes qui sont le plus hostiles avec la prostitution, les escortes, les trucs comme ça. D'ailleurs, typiquement, tu vois, c'est les grosses féministes à chaque fois qui veulent interdire toutes ces choses-là. Sous prétexte que des femmes se font exploiter, mais j'ai toujours l'impression que c'est un truc de féminin, de concurrence déloyale ou je sais pas quoi. Mais non, un truc absolument bizarre, pas, parce que tu vas avoir des femmes qui vont les détester parce que elles vont, ça va leur renvoyer un miroir négatif d'elles-mêmes. Parce qu'elles vont dire, oh, le regard des hommes est sur elle parce qu'elle est belle, parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle est lascive, parce que en fait, elle va lui renvoyer le miroir de tu n'es pas désirable. Donc il y en a qui vont les détester pour ça. Moi, je suis pour ce métier, sincèrement, mais le problème, c'est que la prolifération de ce métier-là, et l'idéalisation avec les réseaux sociaux de ce métier-là... Après, ça, c'est un problème, hein, je suis d'accord. C'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les jeunes filles, maintenant, elles se disent, mais en fait, qu'est-ce que je vais me casser le cul à faire l'université, passer des diplômes, à travailler, alors que je vois des filles... Et en plus, tout ça, c'est fake, parce que même la vie d'une prostituée, finalement, la vie d'une prostituée, elle est assez dure. Parce que je pense que profondément, il y a un vide. Tu dépends d'un homme ou de plusieurs hommes. Et les photos Instagram, ce ne sont que des photos Instagram, c'est pas la réalité. Bon, il y en a qui ont une vie très belle, et je suis ravie pour elles. Mais en fait, il y a des jeunes filles qui vont se dire, ah, mais en fait, si je ne travaille pas, et si je capitalise uniquement sur mes attributs physiques, je vais avoir une vie de rêve, je vais avoir un homme qui va être mon... Ça a été depuis la nuit des temps. Vous allez en Égypte antique ou au Japon avec les geishas. Les geishas, elles avaient leur dana et encore, elles avaient été élevées pour ça, les geishas, pour être la cristallisation de tout ce qui est de plus sensuel et d'intellectuel au monde. Mais elles avaient des danas, donc des hommes qui leur permettaient... Voilà. Et donc, elle s'est dit, moi, je vais me reposer sur des hommes, sur un sugar daddy, sur un client, etc., pour avoir cette vie-là. Et une vie, soi-disant, de luxe qu'on voit sur les réseaux. Donc, les jeunes filles, en fait, maintenant, là où avant, tu te disais, je vais peut-être être mère, je vais peut-être travailler, là, elles se disent, en fait, il y a un autre schéma qui est parallèle, c'est vivre sur mes attributs physiques et dépendre des hommes. Donc, après, en ça, pour moi, ça a c'est déjà dangereux pour les générations futures. beaucoup sans la prostitution. C'est-à-dire juste le fait de... Déjà, on va pas se mentir.
quelle meuf se met avec un clochard? Parce que moi, ça me fait toujours rire de dire oui, je m'en fous de l'argent, je suis pas avec un mec pour ça et tout. Je suis désolé. Quelle meuf, dites-moi les filles, laquelle d'entre vous se met avec un mec, tu vois, à 30 ans, laquelle va se mettre avec un mec qui a pas de boulot, qui est au RMI, qui, tu vois, sans l'idéalisation. Enfin, tu vois, il y a quand même généralement un truc attirant pour les femmes chez un homme, c'est quand même un peu sa réussite quand même. Tu vois, nous, attention, nous les hommes, on sait très bien que les hommes, ils sont prêts à se mettre avec une meuf de 19 ans qui a pas de boulot, qui est RMSA. Tu mets une mannequin dans la rue en mode clocharde, t'inquiète que le jour même, il y a 300 gars qui sont prêts à l'héberger. Et bien sûr qu'il y aura des mecs malaisants, des violeurs et tout ce que tu veux, mais il y aura sûrement dans le tas des chevaliers blancs qui vont vouloir la sauver et tout. T'as un mec, personne va te sauver. Personne va te ramasser dans la vie, même si t'es un clochard beau gosse. Même si t'es un clochard beau gosse intelligent, t'inquiète. Tout le monde s'en bat la race de toi. Soyons réels. Déjà, il y a un système, il y a un truc sociologique qui s'appelle l'hypergamie. Bien sûr, l'hypergamie chez la femme, c'est la faculté. C'est bien, tu dis vraiment les termes. Hein, mais j'ai écrit un bouquin sur ça, mec. Ah bon, sur l'hypergamie et tout. Non, oui, je parle d'hypergamie parce que je parle des hommes de pouvoir. Donc l'hypergamie, donc les hommes comme Amy, pardon les gars, je bois mon eau, elle est bonne, elle est blanche. Les hommes de pouvoir sous toutes leurs facettes et notamment le rapport avec la femme. Et pourquoi les femmes, en fait, surtout aujourd'hui, il y a un rapport pervers. Je trouve que c'est très difficile aujourd'hui d'être un homme parce qu'il vacille entre les ultra-féministes qui veulent, je trouve même, émasculer les hommes, et entre les femmes objets qui veulent se faire entretenir et qui ne voient que la relation homme-femme sous la transaction. Et donc, notamment, je parle... Mais évidemment, il y a l'entre-deux qui existe. Mais c'est vrai qu'il y a les deux extrêmes qui cohabitent. Et donc, l'hypergamie, c'est les femmes, et ça, c'est depuis tout le temps aussi, c'est normal, la femme qui va aller vers un homme qui a un statut social plus élevé, qui va le prendre aussi en véhicule d'ascenseur. Ça va être un ascenseur social. Ça existe. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça existe déjà dans la biologie, en dehors de l'être humain. Oui, c'est parce que l'homme, en fait... C'est déjà chez les animaux comme ça. Alors, complètement. Ça a toujours existé. Il y a un côté naturel qui est 100%. L'homme, ou l'énergie masculine, ou le yin et le yang. Toutes les religions, toute la monogamie, enfin les religions monothéistes, j'allais dire monothéistes ou même ésotériques vont parler de l'énergie masculine, vont parler de l'énergie féminine, même si c'est un gros mot en France, ça existe. Et l'homme va symboliser la structure, le foyer. Toutes les études le confirment, hein, c'est-à-dire que 90% des meufs ou quoi sont attirés par juste 20% des hommes. Alors j'exagère un peu, mais c'est ce que tu vois dans toutes les études. Sur les sites de rencontres, c'est 5%, derrière c'est 95%. C'est exactement ça, parce que c'est amplifié, voilà, mais c'est totalement ça. Hein. Et donc en fait, les femmes, naturellement, vont aller vers des hommes qui, quels que soient leurs attributs physiques ou même intellectuels, vont représenter la sûreté, la sécurité, mais aussi c'est l'instinct de survie. Ça veut dire qu'un homme qui a une solidité financière, elle va pouvoir mieux prendre soin de la famille. Bien sûr, il y a ces deux aspects. C'est le système de la meute, en fait. Théoriquement, si on le fait d'un point de vue biologique, il y a deux trucs attirants chez l'homme. Soit la supériorité des gènes, entre guillemets, qui se symbolise par la réussite entrepreneuriale, le pouvoir dans les hommes. Or que chez les animaux, c'est juste le morphe qui pousse le plus fort les autres. C'est le gorille qui frappe. Donc à la fois le physique aussi, ça peut être le physique, ça peut être l'argent, tout est qui regarde. Et tu as effectivement la capacité à subvenir aussi, c'est ces deux aspects-là. Or que chez les femmes, en vrai, ça c'est une grande différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que n'importe quel homme peut juger la désirabilité d'une femme en une seconde en la voyant dans la rue. Et ça, c'est réel. On peut se mentir, on peut mytho, mais en vrai, n'importe quel mec, en une seconde, il décide « Ah bah ça, c'est une bête de meuf ou average, ou, et on le sait tous. Mais complètement. On peut s'en cacher, mais c'est la réalité. Et tu as des études aussi qui disent qu'un homme préférera toujours passer sa vie avec une femme désirable physiquement, mais intellectuellement, il y a moins d'attache, qu'une femme qui ne désire pas du tout. C'est pas moi, qui ne désire pas du tout, mais qui moyennes, intellectuellement... Voilà, c'était une étude qui était sortie. Il y a des moyennes, il y a toujours des gens en dehors. Et puis, comme il y a des stratégies humaines, elles sont hyper diversifiées. Quand tu es le seul à faire une stratégie, elle marche mieux et tout, machin. Oui, mais il y a quand même des tendances. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Et les stratégies de communication de toutes les boîtes au monde tournent autour de ça. C'est vrai, les femmes désirables, ça marchera toujours. Les hommes vont toujours se tourner vers une femme désirable. Et une femme désirable aura toujours plus de chances de choix. D'aller vers l'homme le plus... Et même dans la vie, elle est plus aidée. Dans la vie, elle n'est pas plus aidée, c'est faux. Okay, ça dépend ce que tu vas chercher. Ouais, c'est vrai, ça dépend. Parce ça dépend ce que tu vas chercher. Aussi, tu peux être jugé par rapport au fait que tu es belle. Donc, ça, c'est des deux côtés, ouais, je suis d'accord. T'es pas toujours... Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est... En fait... T'as raison. Parce que tu vas être jugé... Moi, j'ai l'exemple. Quand je bossais avec Claire Balva, bon, elle était jeune, elle était belle et tout. On arrivait en meeting. Et en fait, on se posait... Et les gens, ils assumaient que c'était ma secrétaire. Genre, ils disaient « Ah, merci, vous pouvez m'amener un café ?» Et Claire disait « Non, mais je suis associé, je suis partenaire. » Complètement. Et en fait, ils croyaient que c'était mon assistante personnelle ou un truc comme ça. C'est-à-dire que, de par sa beauté, parce qu'elle était belle, les gens assumaient qu'elle était inférieure ou pas compétente ou pas... Ça, en tant qu'homme, t'as moins le problème, quoi, généralement. Oui, parce qu'il y a deux choses.
notre culture aussi, on a beau dire c'est un pays féministe, etc. C'est en France, oui, c'est patriarcal, mais au premier sens du terme, c'est pas du tout une critique. Bien sûr, donc on voit beaucoup plus dans les sphères de ça pouvoir. dépend comment tu définis le patriarcat. Moi, j'ai rien Voilà. contre. Hein. Mais c'est la réalité. En fait, c'est un système. Voilà, c'est une réalité. Il n'y a pas de critique. Quand je dis c'est société patriarcale, donc les instances de pouvoir. On peut critiquer des choses. On peut critiquer, je sais pas, les hommes qui battent leurs femmes, les femmes qui n'ont pas le droit, toutes ces choses-là. Non, mais le patriarcat, mais le reste, c'est le fait que les partir au moment où instances de les pouvoir. individus peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc les instances de pouvoir les hommes sont surreprésentés. Bien sûr. Voilà. Et donc quand il y a une femme qui y va, voilà, automatiquement, on va penser qu'elle est inférieure, qu'elle est là parce que c'est la maîtresse d'eux, elle est là parce que c'est la femme d'eux, elle est là parce qu'elle a un statut inférieur à. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que les femmes, surtout, une fois qu'elles sont dans des instances de pouvoir, participent à l'empowerment d'autres femmes. Et si tu veux même, bon là je fais une digression, mais il y a même dans mon bouquin j'en parle, ça s'appelle le syndrome de la reine des abeilles, ça explique pourquoi en fait les femmes quand elles sont dans des sphères masculines, elles n'incitent pas, elles n'intègrent pas d'autres femmes parce qu'elles aiment être seules. Il y a aussi ça parce que le manque de sororité entre femmes aussi participe au fait que finalement... Après, des femmes, elles rentrent dans le moule, c'est-à-dire elles reprennent les blagues sexistes des mecs et machin. Mais moi complètement, j'en parle dans d'autres podcasts, je suis hyper... Aussi, je suis sûr. Bah oui, c'est ça, c'est que... mais moi ça me dérange pas, parce que je suis un... je trouve ça drôle, mais en revanche, je sais que les femmes ont aussi leur part de responsabilité dans l'invisibilité des femmes dans les sphères de pouvoir. Et donc, je ne veux pas du tout me plaindre. Je ne fais pas de celles qui vont aller dans la rue avec une pancarte, téton en l'air, en disant « oui, les hommes ». Je n'attaque pas les hommes. Mon rôle, c'est d'être la plus puissante possible, d'avoir le plus d'influence possible pour pouvoir empuissancer les femmes, les inspirer. C'est beau ça, oui, c'est magnifique. Moi aussi, moi je n'attaque pas les hommes. Moi aussi, j'aide les femmes, je ne me victimise pas, je ne vais échelle. pas attaquer les hommes de la condition des femmes aujourd'hui. On doit être les premières actrices du changement, on doit être les premières actrices. Quand j'ai la possibilité d'aider une femme, je le fais, c'est rare. Je le fais quand j'ai la possibilité. Donc, je faisais une blague quand j'étais jeune, mais elle passe plus trop celle-là. C'est laquelle ? Que je disais oui, moi aussi j'aime bien aider les femmes, j'essaie d'aider les jeunes étudiantes, je sais que c'est difficile pour elles. Bon, bref, voilà. Tu peux plus la faire. Ouais, c'est un peu compliqué là. Donc là, j'ai fait semblant de pas la faire, mais en la faisant, je me suis mis dans la sauce tout seul. Elle est border, celle-là. La chose que tu veux absolument transmettre. Mon argent, mes gènes, ma culture, tout quoi. Pour moi, le seul sens de l'existence, il est dans les enfants que tu fais. Ouais. La transmission, pas la transmission de patrimoine financier, la transmission de. Je veux dire, quand tu vas mourir, bon, t'aimes ta femme, c'est le plus beau truc que t'as vécu, mais le truc qui va rester après toi, parce que ta femme, elle va disparaître aussi, la seule chose qui va te suivre et qui est immortelle, c'est ta descendance. Et ils ont tous un petit bout de toi. Je veux dire, ta fille, c'est comme ta main que tu as coupée, qui s'est reconstruite toute seule. C'est toi un peu. C'est toi en différent. C'est magnifique. Les gens, ils recherchent l'immortalité. Ils se disent, tu vois, les milliardaires, ils ont ce fantasme en mode, oui, je vais me cloner, je vais être immortel. Quand tout à l'heure, je parlais de s'affranchir de tout, si on a 500 millions, c'est aussi s'affranchir des limites biologiques. C'est ça aussi, les milliardaires mais ça, qui veulent j'y crois vivre... pas. Ça, c'est de la branlette. Moi, j'en ai des potes comme ça qui essayent d'être immortels, c'est ridicule, je trouve. C'est mon avis perso. Hein. Les mecs qui suivent tous les traitements, les machins. Je prends la pilule machin parce que tel non, mec, le biohacking, ça marche. C'est juste ça marche optimiser ton métabolisme, prendre mais ce qui tu vois, manque. le délire de... Tu sais, on sait même pas d'où vient Alzheimer. Les mecs qui croient qu'ils vont pouvoir vivre jusqu'à 500 ans, hein, frérot, tu vois. On n'arrive même pas à maîtriser des maladies simples. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est un vœu pieux. Et en plus de ça, être immortel, pourquoi ? Tous tes problèmes cognitifs, tu les gardes. Toutes tes débilités, tu les gardes. À un moment, faire un enfant, c'est un reset. Tu restartes. Tu as des gènes différents. Peut-être tous tes problèmes génétiques que tu avais, tu les as pas. Et ton point de vue, il est hyper intéressant. Donc moi, je suis dans l'immortalité par la biologie. Parce que Brian Johnson... Je transmets ma... le mec de Don't Die. Moi, je l'ai rencontré. J'ai rencontré son fils aussi et son équipe. Ouais. J'ai rencontré son fils aussi et toute son équipe. Comment on ouvre toutes ces portes, Sabrina ? Explique-moi. Non, mais à Dubaï, tu rencontres tout le monde. Ah, à Dubaï, oui. Et du coup, non, mais aussi, c'est une secte. Surtout en et donc, ils vont dans les instances, un peu les conférences, etc., très choisies, où ils savent qu'ils vont trouver une population qui a de l'argent et qui va... C'est la pyramide de Maslow. Quand t'as plus besoin de te préoccuper de combien tu gagnes, de ta vie au day-to-day, tu vas aller vers la vie éternelle, la spiritualité. Tu vas essayer de t'affranchir de toutes ces limites-là. Et donc, ils vont vers cette population-là. Ils vont dans ces conférences-là. Et ils essaient en fait de pêcher des gens. Et c'est une vraie secte. Ils disent, rejoignez-nous. Quand je leur dis, vous êtes une secte, ils me disent oui. Mais c'est assumé. C'est pas au sens raélien, on est obscur, il va vous arriver des choses. Mais c'est une secte, on est une équipe, on en fait partie. Et donc, eux, lui, par exemple, il considère pas que son fils est le prolongement de sa vie. Il considère que son fils va l'aider au prolongement de la sienne. Ouais. Non, mais moi, j'ai vu des trucs où, genre, il compare les érections de son fils et les siennes.
Enfin bon, je sais pas, il est extrême dans le truc. Mais ouais. moi, ce que je trouve Mais il est très ridicule avec gentil ce par ailleurs, mec, c'est un mec super sympa. il dédie sa vie à paraître jeune. Frérot, je suis Mais en fait, désolé, c'est il a quel âge? Il a 50 ans. Il fait son âge, il a pas l'air plus Oui, jeune. oui, en vrai, en Je plus, suis il désolé, fait moi je vraiment vois son sa âge. gueule. Il fait vraiment Je vois son sa âge. gueule en 1 milliseconde, je vois que t'es vieux, frérot. Il fait vraiment son Donc, âge. On est parti en c'est un soirée, peu le etc. Il contraire. mettait des Je veux bouchons dire, d'oreilles. il y a des Asiates qui font rien, ils ont l'air d'avoir 20 ans de moins que toi, au même Non, âge. mais tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Je trouve il fait totalement Non, son âge. il fait donc, totalement son tu âge. vois. Il fait Pourtant, totalement. tu vois qu'il fait plein d'efforts, qu'il a fait des trucs de peau, mais ça se voit quand même que c'est un vieux, tu vois. Mais c'est On bon, dirait comme les vieux qui se font lifter là. tu J'ai vois. parlé de lui, etc. Mais c'est un mec hyper sympa. Son équipe Ah, mais après, est hyper sympa. ouais, peut-être. Mais bon, c'est vrai que physiquement, oui, il a l'air Je de trouve faire qu'il fait son âge. son âge. Mais Je sais c'est plus pas. quel âge il a, mais quand j'avais vu son âge, je m'étais dit, ouais, Mais son lui, âge. je pense que c'est même Il pas doit la avoir quête. 50, 55 ans, non? Je sais plus. Ouais, même moins, je crois. Mais il Ou le fait 50, carrément. la Hein. cinquantaine. Il me semble, il fait carrément son âge. Hein. Mais je pense que c'est la quête. C'est même pas tant la quête d'immortalité. Je pense qu'il avait besoin d'une raison de vivre. Quand t'es Ouais. riche, t'as déjà fait ton exit, etc. C'est sa raison de vivre et c'est son combat. Et d'autres, ça va être Pourquoi des combats pas. qui sont plus acceptés par la Moi, société perso, j'y crois d'aujourd'hui. pas. Hein. Je suis pas contre. Hein. J'aimerais bien qu'on soit immortel. Je trouve ça cool qu'on fasse de la recherche pour augmenter la durée de vie, qu'on fasse des trucs de biohacking. En fait, je suis d'accord avec tous ces trucs-là, mais je pense que croire qu'on va y arriver, je sais pas. En tout cas, pas de notre vie, pas de Mais moi, notre je ne sais génération. pas si Je c'est trouve qu'on est une beaucoup trop finalité loin. parce que quand tu parles, moi, j'ai mon arrière-grand-mère. Je trouve qu'on a déjà l'immortalité, c'est avec Elle les s'est éteinte enfants. à 100 ans. Elle Elle avait existe plus envie déjà. de vivre en fait. Le petit bout ce qu'il y a dans ta cellule là, il est immortel à travers tes enfants. C'est le même petit bout qu'il y a dans ton grand-père de grand-père de grand-père. C'est la machine à l'intérieur de toi qui est immortelle. C'est pas toi. Toi, t'es juste le véhicule qui permet de faire descendre cette T'es immortalité à travers les spirituel siècles. alors ou pas? Quoi? T'es spirituel? Non. Quel est le podcast que t'as préféré tourner? Unchained temps, là. avec Sabrina. J'ai mis du temps Unchained là. avec Sabrina. Non, alors pour ceux qui nous voient, parce que bon, Ouais, la pardon. réponse est excellente. De toute façon, je n'aurais pas accepté une Bien autre, sûr. une autre C'est vrai. réponse. Sinon, il est censuré, Mais le pour podcast. ceux qui nous regardent, peut-être que d'ici là, et Il est sûrement marrant le d'ici tien, là, mais aussi c'est sympa d'en faire avec une femme, avec toi en plus, parce qu'on s'entend bien, on parle de tout, donc Ouais. la vibe est marrante, je trouve ça assez la cool, vibe en est vrai. très marrante. Elle est très Et marrante, j'aimerais la bien vibe. faire des formats Je spéciaux. suis curieux de voir si on toi et moi. va... Je suis partagé, ça se trouve, les gens ils vont nous trash, ils vont dire ah c'est Mais choquant. évidemment qu'ils vont nous trash. Tu penses? Moi, de toute Moi, façon. ma commu, elle va rigoler, mais si Non, ils mais me trash, la ça va être marrant, parce que ma commu, ils m'aiment Mais bien. je pense, ils tu aiment sais bien quoi, tout le monde. je pense que je vais Je m'inscrire pense- sur Twitter. Je le pense que jour où dans je vais ma publier. commu, tu peux avoir des gens qui t'aiment bien, parce que vraiment, je pense qu'on est assez alignés en termes Oui, oui. de vision Mais du monde. pour Je le pense que ma principe, commu, elle va une bien nana dans la t'aimer. en vrai. crypto, en plus Dubaï, etc. Je me Ah, elle suis va fait bien aimer. hyper trasher. Mais ça se voit que c'était des blagues, on sait bien que t'es pas Mais une c'est pas- escorte, Sabrina. Et quand bien Mais même pas ça te forcément sur regarde, ce sujet-là. tu fais ce que tu veux. Pas forcément sur Ah, ce sur le fait que tu vas à Dubaï, pardon. Non, mais sur le tout. Bah Déjà, non, mais moi, fut les... un temps, parce que t'étais une nana. Parce qu'en fait, je vais te dire aussi. Je crache là Le, sur la le France problème H24, que j'ai t'es rencontré, les geeks Bien sûr. français, alors ils adorent parce qu'il y a une dissonance cognitive entre le physique et le savoir-faire. Comment Et donc ça? évidemment, je suis pas une technicienne, mais par contre, je savais très bien parler de mon métier, je savais très bien ce que je faisais. Et en fait, Ok. comme je viens, j'ai nana, j'ai des faux ongles, j'ai du maquillage, etc. En fait, ils supportaient pas cette dissonance-là Qui entre ça qui putain, supporte la pas meuf, ta elle fait plus de dissonance? chiffre d'affaires que moi, et pourtant. Attends, mais tu parles non, mais je te parle de plein de gens. concurrents, ouais. Non, parce qu'il y a certains concurrents, la plupart, je les aime bien en plus. On est potes. Ok. Mais d'autres de Qui c'est que t'aimes l'écosystème. pas? Balance-les, Et on va qui les disaient. trash. J'aime bien mais trash les gens. moi, franchement, Qui vous c'est ne que verrez jamais t'aimes pas? trasher personne. Si, vas-y, J'ai tellement trash, pas de trash, temps à trash. perdre avec ça. Non, je te jure, moi j'aime tout le monde. Ah. Même ceux qui me trashent, je les aime. Bah, tu sais quoi, même ceux que je... Même ceux qui Attends, m'ont non, fait moi, du c'est pas mal, pareil. je les pardonne, Ça je les va. adoube, je les aime. Moi, c'est différent. Même ceux que je trash, je les aime bien. Mais et toi, tu as Des fois, je pense j'aimerais que bien- même ceux qui te détestent, Franchement, il y a ils des adorent mecs- te détester. Je sais pas, mais il y a des mecs, je les ai trashés. Franchement, mais je le ferai pas, hein, parce qu'il y a des mythos trolls. Mais je suis incapable, je les vois encore, je dis oh frérot, comment ça va? Ils leur serraient la main et tout. Les mecs, ils ont envie de me tuer. Je Mais pense parce que t'as une. qu'il y en a, ils non, font des non, cauchemars. Tu dis, t'as une Ils se bonhomie. disent, ils ont envie En de fait, me mettre des coups de poignard dans le dos. Ça fait partie Tu de vois. ton personnage Je sais de pas. trasher. C'est comme Jeff Non, Panaclock. mais il y en a, Désolé- je leur ai dé- fait mal quand Non, même. mais hein. désolé pour la métaphore, pense, mais genre Jeff ouais. Panaclock, c'est un mec qui chie sur tout le monde et pourtant tout le monde sait que Ouais, ok. les mecs, quand ils le voient, ça fait partie du personnage. Très C'est bien. ton taf de chier sur les gens, tu vois, donc on t'en veut pas. Et juste pour revenir sur l'espèce de dissonance que certains Après, je ne fais ça supportaient rarement, pas. en vrai, je l'ai fait sur 3-4 personnes. Le reste, c'est des blagounettes, quoi. Ouais, c'est des blagounettes. T'en as qui sont Blagounettes. susceptibles et qui n'aiment pas. Ah, t'en as qui sont vraiment Ouais, susceptibles. ouais, hein. complètement. Mais pour T'en moi, as ça, les mecs qui ça veut sont. tout dire. Ça veut tout Ils dire. sont. Ouais, Ça veut tout les dire. gars, Quand t'es susceptible pour une blague, ça veut bah, tout dire. tu vois, si le mec il rigole, il fait une blague, il dit ah bien, enfin bref, ouais, non, mais ils sont susceptibles. Après, moi je suis pas susceptible, mais vaut mieux quand tu fais ce que je fais, si t'es susceptible, t'es mort. Ta fin de carrière, elle est tout seul après 3 jours, parce que moi je Et- m'en prends plein la Et gueule donc je aussi. continue sur Ouais, mon, sur vas-y. mon pitch de femme fragile. Vas-y, ma C'était petite femme, c'était ma- le, Sabrina fragile, vas-y. c'était le. En fait, il détestait le fait que je connaissais très bien mon métier, je faisais beaucoup de chiffres et j'avais pas le look de l'emploi parce que j'ai pas l'air d'une geek, parce que j'ai pas l'air de, parce que en fait, ils essayaient de créer une de justifier leur critique par le fait que j'étais pas spécialiste. Mais c'est pas parce que tu montes une boîte
en minage que tu dois être le technicien qui répare les machines. Bien sûr, il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers. Métiers commerciaux. Non, mais c'est juste la capacité à gérer une boîte. Gouspillou, que j'adore par ailleurs, une fois, il a fait une petite erreur en parlant de la fonction de hachage. C'est pas grave, on s'en fout, ça changera son métier. Et surtout, moi, en plus, j'avais beaucoup vulgarisé J'ai toujours voulu ultra vulgariser le concept. Parce qu'en fait, moi, je pense toujours à ma grand-mère ou des gens de ma famille quand je parle dans les médias. Donc, c'est tout à fait normal. Nous, on se rend pas compte, les gens de la crypto. L'ordinateur, il creuse et il y a de l'or qui sort. Voilà, terminé. Non, mais cette ultra vulgarisation, pour moi, elle était absolument nécessaire à un moment où les gens doivent juste comprendre ton métier. Bien sûr. La phrase qu'on ne doit jamais te dire. Qu'on me dit jamais ? Ouais, qu'on ne doit jamais te dire. La phrase qu'il ne faut pas dire à Dark Amy. En vrai, je m'en bats les couilles de tout. Pardon, excusez-moi, je suis un peu... Mais moi, j'adore, c'est une excellente réponse. Non. En fait, tu sais quoi ? Une de mes qualités, je suis presque insensible au jugement des autres. Je pense que c'est une qualité qu'on... Je vais pas dire les héros, mais tu sais, les gens qui avancent tout seuls. Tu peux faire des trucs horribles, des trucs très bien. Quand tu n'écoutes pas le jugement des autres, tu fais un peu ton propre... Je suis très peu sensible à ça. Tout le monde peut m'insulter, je m'en fous un peu, je t'avoue. Le prochain pari fou que tu veux tenter ? Non, mais juste ma boîte, quoi. Si on arrive à faire quelques millions avec, je suis content. Voilà, je suis plus modeste, tu sais, à mon âge, tant qu'on peut mettre des épinards sur la table. Non, j'ai pas d'inspiration là-dessus. Donc merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir. Sabrina. C'était un plaisir. On a bien rigolé. Et j'ai hâte de lire les commentaires sous cette vidéo. Putain, ça va merci à vous. Et j'espère qu'on a rempli le contrat. Donc là, ce que vous voyez d'affranchi avec Sabrina et que vous avez été surpris, inspiré et que vous avez vu une facette d'Amy que vous ne voyez pas forcément. Donc merci à vous. Merci Sabrina, merci à toi.